Oui, quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien ce soir. Donc prenez place, nous allons un petit peu parler. Donc j'espère que vous allez bien. Prenez place. Bienvenue Adrien, Aïcha, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous avez prévu ce soir. Nous allons parler des relations toxiques, des pervers narcissiques, du multipotentiel, du haut potentiel. Et bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Bienvenue à Sam, Adrien, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc prenez place, nous allons parler des relations toxiques. Bienvenue Margot. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce soir. Nous allons passer une petite heure ensemble. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent, qui arrivent. Eh bien, prenez place, n'hésitez pas à poser des questions. On va parler des relations toxiques, on va parler des relations toxiques d'amitié, des relations toxiques de voisinage. C'est moins abordé que les relations amoureuses et je pense que c'est important d'en parler aussi. Bien sûr, quand ce sont des relations amoureuses, on est très proche de la personne elle vient chez nous généralement, elle nous touche physiquement, donc ça a aussi un impact sur nous psychologiquement. Donc bonsoir, bienvenue Tsila. Donc j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à poser des questions. Donc aujourd'hui on aborde le sujet des relations toxiques entre voisins. Je vais vous expliquer comment ça se passe quand c'est entre voisins ou quand c'est de l'amitié. Alors quand je fais ceci, en fait, ça veut dire c'est pas vraiment de l'amitié, c'est une fausse amitié, c'est une relation qui ressemble à une relation mais qui n'est pas vraiment une relation en fait. Donc aujourd'hui je vais vous parler des voisins toxiques. De ton côté, ça donne quoi les relations amoureuses? Pour moi, ça va très bien. J'ai connu des relations toxiques dans le passé, il y a un moment maintenant, donc ça fait vraiment longtemps que j'ai plus de relations toxiques. Donc bah voilà, hein, à un moment donné, on s'en sort aussi. Donc c'est très très important de comprendre que justement, quand on est dans des relations toxiques, on a aussi le droit de choisir autre chose, d'évoluer soi-même, de progresser et donc du coup, eh bien, ça change pour nous, sincèrement. C'est très important de comprendre ce qui s'est passé dans la relation, de pouvoir l'analyser, merci pour vos cœurs, de pouvoir justement prendre du recul sur ce qu'on a vécu et surtout de ne pas se culpabiliser. On peut se dire, mais j'étais bête d'aller là-dedans, ou qu'est-ce qui cloche chez moi parce que j'étais là-dedans. On peut se dire des choses comme ça, mais c'est pas être très sympa avec soi-même. Ce dont on a besoin, quand on a vécu quelque chose de compliqué, c'est de prendre du temps pour soi en étant bienveillant avec soi. Et arrêtez de penser que parce que vous n'avez connu que des relations pas très saines, vous n'allez connaître que ça. En fait, le passé ne détermine pas votre futur. C'est une fausse idée reçue que si vous avez vécu des choses terribles dans le passé, forcément votre futur ne va pas être meilleur. C'est faux et archi faux. Mais à condition effectivement de comprendre ce qui s'est passé, de s'arrêter pour se dire, ok, pourquoi j'ai été là-dedans ? Qu'est-ce qui a fait que cette personne, elle a su rentrer dans ma vie? Parce que les mécanismes des relations toxiques sont toujours les mêmes et ça nous permet de, quand on a un radar pour détecter ces personnes-là, eh bien, d'une part, détecter les personnes qui sont possiblement des personnes qui vont nous faire du tort, mais aussi de choisir des bonnes personnes pour nous, de détecter les belles personnes, parce que justement, eh bien, il y a des choses qui se passent quand on commence une relation toxique. Comment ça se passe? Première chose qu'on peut constater, c'est que la personne, elle va venir dans notre vie de façon assez intrusive. L'intrusion n'est jamais normale. Vous devez rester libre dans vos relations, que ce soit d'amitié, d'amour, que ce soit même au boulot, vous devez vous sentir respecté. Donc, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Et c'est très important du coup de constater que une personne qui n'écoute pas quand vous dites non, ça ne me convient pas. Ça, je ne veux pas vivre ça. Un voisin, par exemple, intrusif, qui pousse votre porte, qui fait tout pour vous envahir, qui a toujours un discours sur vous, alors que vous ne demandez rien. Eh bien, quand c'est trop beau, effectivement, Laetitia, quand c'est trop beau, eh bien, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche. Quand vous sentez que vous êtes observé, quand vous sentez que vous ne pouvez pas dire non, quand vous sentez que cette personne, elle vous écoute de façon intense, mais c'est assez perturbant finalement,
parce que cette personne en même temps vous écoute, mais pas pour respecter ce que vous souhaitez. Cette personne fait l'inverse de vos souhaits, ou vous dit que ce que vous souhaitez n'est pas normal. En fait, ne vous laisse pas de place dans la relation. Une relation toxique, c'est ça en gros, vous n'avez pas vraiment le droit d'être vous. Vous êtes... Bonsoir Dominique, bienvenue. Dominique ou Vincent, je ne sais pas. J'ai les deux donc. Donc bienvenue à vous. Donc dans une relation toxique, le problème, c'est vraiment de ne pas être respecté. Merci pour le cœur sur toi Dominique. Donc c'est important de comprendre que quand quelqu'un vous envahit, cherche à en connaître sur vous, alors que vous ne désirez pas forcément communiquer avec cette personne, quand une personne en fait trop et est trop centrée sur vous, ça cache quelque chose. Généralement, les personnes qui sont des belles personnes, elles vont venir vers vous au fur et à mesure. Elles vont écouter ce que vous avez à dire et ce que vous désirez. Elles vont vous respecter dans ce que vous amenez si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, si vous dites « j'ai envie de te voir », la personne va respecter ça. Et vous ne devrez pas faire des pieds et des mains pour voir la personne. Vous ne devrez pas galérer pour voir la personne. Quand vous dites à la personne, là j'ai pas envie, j'ai juste envie d'un moment pour moi, donc j'ai pas trop envie qu'on se voit, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose en fait. Et quand la personne accepte ça, respecte vos besoins, bah c'est déjà une personne respectueuse. Une personne qui ne respecte pas vos besoins. Merci Dominique pour la glace et le 2025, bonne année. Donc, du coup, c'est très important de comprendre qu'une personne toxique vient dans votre vie sans vous écouter quand vous dites non ou j'ai pas envie. Cette personne vous impose sa présence. Cette personne vous impose justement des activités que vous ne souhaitez pas. Cette personne, elle va sous le couvert de la fausse gentillesse vous forcer la main. Donc une personne qui vous force la main ne vous respecte pas. Donc la première chose à repérer, c'est est-ce que cette personne, elle est là pour moi vraiment, en respectant mes besoins? Qu'est-ce qu'il arrive justement de cette relation si je fais patienter cette personne, si justement je ne réponds pas tout le temps tout de suite? Est-ce que cette personne, elle est ok avec ça ou au contraire, directement, elle s'énerve, directement, elle va vous dire « Ah non, tu dois me répondre tout de suite, tu dois être tout le temps là ». Les personnes toxiques veulent toujours que vous soyez là, souvent présent en fait. Bonsoir Alice, bienvenue. Donc du coup, eh bien, la relation qui est saine, c'est l'inverse de la relation toxique. On vous respecte, vous pouvez dire non à certains moments, tout en expliquant, hein. C'est bienveillant, tout simplement. C'est fluide aussi. Quand vous dites j'ai envie de ça, la personne, elle se dit ok, génial, on va aller là parce que t'as envie de manger, je sais pas, à tel endroit, eh ben cool. Je vais y aller avec toi. T'as envie de visiter tel endroit parce que tu ne connais pas, ben je vais te faire visiter. On emmène en fait la personne dans des choses qui vont lui faire plaisir, lui faire passer des bons moments. Et si vous voulez avoir des belles relations, faites passer aux autres des bons moments. Alors bien sûr, faites en sorte aussi de passer vous-même un bon moment. Ne vous oubliez pas. Une relation fluide est généralement une belle relation. Une relation où vous devez justement galérer pour voir la personne. Quand vous voulez la voir, elle ne veut pas. Quand vous voulez justement être tranquille, elle ne veut pas non plus. Ça, c'est pas un bon signe en fait. Normalement, on s'accorde. C'est un peu comme une danse. Normalement, eh bien, l'un et l'autre, on s'articule de façon à se respecter. Et quand on sait que quelqu'un a vraiment peur de quelque chose, eh ben on respecte ça aussi. Les manipulateurs, les personnes toxiques se reconnaissent par le fait justement d'aller chercher vos peurs et de vous y confronter, non pas pour vous libérer de ces peurs-là, hein, pas du tout, mais plutôt pour attiser ces peurs en vous, vous mettre dans quelque chose d'inconfortable qui ne vous respecte pas. Bonsoir, Popo, je vais m'arrêter là. Juliane peut-être ton prénom, je ne sais pas. Pas de peur, pas de peine. Alors attention, on a tous peur de quelque chose et c'est tout à fait normal d'avoir peur de certaines choses. On serait pas normal de ne pas avoir peur. Pas de victime, pas de bourreau, c'est faux. Il y a toujours, en fait, les bourreaux, ils peuvent vivre comme ça, ils trouveront toujours des victimes. Le truc, c'est repérer que ça peut être dangereux pour nous et du coup ne pas rester. Le problème n'est pas d'être victime de quelque chose, le problème est de ne pas détecter ce dans quoi on est et de ne pas réagir à ça, dans le sens se libérer.
Ils sont experts pour saboter nos bons moments. Oui, ils vont chercher en tout cas à saboter les bons moments qu'on vit. Donc quand tu vas te réjouir de quelque chose, ils vont être là pour te montrer que c'est pas si terrible que ça, que ton succès, il vient sûrement pas de toi, que tu ne devrais pas en gros être content de toi et fier de toi. Ils vont te rabaisser, par exemple, justement, te dire ah ben ok, je sais pas moi, tu viens d'obtenir un diplôme, eh ben ça devrait te féliciter. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui t'a demandé des efforts, etc. Sauf que cette personne, elle va faire l'inverse. Elle va dire, ah bah il était temps, hein, mais tu n'auras pas de félicitations. Tu n'auras pas cette occasion d'être fier de toi, en fait. Et cette personne, elle va un peu se moquer de toi quand tu diras, j'ai réussi ça. Ils vont te dire, par exemple, ah oui, mais ça, tout le monde sait faire. Donc, ils supportent mal qu'on soit heureux sans eux. Sans eux et heureux de toute façon en fait, que ce soit avec eux ou sans eux. C'est ça la différence avec une autre personne, par exemple, une personne qui veut être avec toi et partager un moment avec toi, peut effectivement se dire oh mince, t'as été sans moi, t'as passé un bon moment sans moi, ça peut être frustrant parce qu'on avait peut-être prévu d'y aller ensemble. Mais la personne veut que tu sois heureuse en fait, normalement. Une relation qui n'est pas toxique, l'autre veut que tu sois heureux. Si l'autre, systématiquement, cherche à te faire du tort, du mal et à faire en sorte de te rendre malheureux, inconfortable et se moque de toi à cause de ça, ou te met dans des situations vraiment où tu te demandes ce que tu fais là, où tu es en attente de quelque chose, toujours en attente que cette personne réagisse, réponde, etc. Ben, tout ça n'est pas normal en fait, c'est pas le signe de respect. Et donc, si tu as des voisins qui s'introduisent chez toi constamment, qui parlent sur ton dos, et tu sens qu'on te regarde bizarre justement, qu'on parle de toi, que c'est pas très positif ce qu'on dit de toi, tu te sens mal à l'aise, directement tu sens un inconfort. Ils soufflent le chaud, le froid, donc c'est-à-dire ils vont te dire que tu es magnifique, que tu fais tout bien, que c'est génial d'être avec toi, que tu es une très belle personne, etc. Ils t'invitent du coup par exemple à une fête, mais après ça, il te nie comme si tu n'existais pas, ou il se moque de toi un petit peu, ou il dit aux autres, je l'ai invitée, mais c'est parce que cette personne elle reste toujours toute seule, je suis sûre qu'elle est un peu bizarre, c'est pour ça que je l'ai invitée, pour pas qu'elle se sente seule. Comme ça, ils se font passer pour des bons chevaliers, ou quelqu'un qui serait vraiment gentil. Ça, ils adorent se faire passer pour des gentils qu'ils ne sont pas en réalité. Donc le problème, c'est pas la gentillesse. On a le droit d'être gentil, bien sûr, c'est une qualité. Le truc, c'est que eux font semblant d'être quelque chose. Et que donc, ils ne sont pas réels avec vous. Et c'est ça qui crée la toxicité. Bonsoir Antonio, bienvenue. Donc, autrement dit, repérez une personne avec laquelle vous serez respecté, qui justement répond à vos messages, qui respecte ce que vous désirez, qui vous écoute sincèrement quand vous dites non. Cette personne sait que c'est non. Quand vous dites oui, cette personne sait que c'est oui. Quand vous avez envie de partager, cette personne s'arrange en tout cas pour que ça soit possible, même si ça n'est pas toujours tout le temps. Cette personne peut vous dire « Ah ben non, ce jour-là, je peux pas te voir parce que je suis à tel ou tel endroit. Par exemple, je travaille, donc je peux pas. Mais le lendemain, si tu veux, j'ai telle et telle heure de libre. Est-ce que ça te conviendrait ?» Voilà comment on s'arrange entre nous. Et ça doit être simple et facile, en fait. Pourquoi ils peuvent pas rester seuls, que ce soit la nuit ou pas, les personnes toxiques généralement sont hyper dépendantes des autres en général, pas d'une personne en particulier. Donc justement, ils cherchent toujours à s'entourer parce que à l'intérieur, ben il y a pas grand-chose en fait chez eux. Donc ils ont toujours besoin d'en s'en référer à quelqu'un, de s'accrocher à quelqu'un si tu veux et de vampiriser quelque chose, enfin quelqu'un en fait. Donc d'être tout le temps en train de critiquer quelqu'un, d'amener aussi de la tension. C'est pas quelqu'un qui cherche la paix en fait. Les personnes toxiques généralement vont chercher à créer et à faire des histoires. Ils vont pas chercher à résoudre les conflits, même s'ils peuvent donner cette impression. Et quand on leur parle, on a cette impression qu'en fait, chaque fois, le sujet qu'on venait aborder n'est pas abordé. Que la chose qu'on voulait résoudre, eh ben, on peut pas en débattre, on peut pas exposer vraiment son point de vue. Cette personne, elle change de sujet, elle va vous mener en bateau, vous faire vous sentir mal et vous dire tu devrais te remettre en question, le problème vient de toi, etc. Donc c'est jamais quelqu'un qui prend ses responsabilités. Bonjour et bienvenue Alice. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent. Merci beaucoup. Donc du coup, on a vraiment chez les personnes qui sont toxiques, qui vont avoir des comportements toxiques, merci pour les cœurs,
Les personnes qui sont toxiques vont avoir des comportements vraiment spécifiques qu'ils vont reproduire. Ils vont vous faire mal, ils savent que ça vous dérange, vous allez leur dire « ça, j'aimerais que tu ne fasses plus », ils vont recommencer. Mais ils vont faire semblant que c'est pas fait exprès, par exemple. Ou que vous devriez accepter leur comportement, que c'est pas si grave, etc. Donc ils ne vous prennent pas au sérieux quand vous éprouvez de la peine, en fait. Et donc, ils vont recommencer. Quelqu'un qui vous fait mal à répétition, qui passe un malin plaisir à recommencer et recommencer sans s'excuser sincèrement, sans essayer de changer, ben, ça peut être très très toxique pour vous. Ça peut être humilié, rabaissé, c'est ça, en fait, Lila. Et effectivement, tu as raison de préciser que c'est chaque jour. En fait, ça revient constamment. C'est pas juste une fois. C'est pas juste quelqu'un qui passe, qui se moque de vous, parce que cette personne, je ne sais pas, elle a une dent contre vous et elle se moque une fois de vous. C'est pas une fois en fait, c'est vraiment, généralement ils sont à l'origine du harcèlement que vous pouvez subir de la part de voisins ou dans le travail. Donc ce sont des personnes qui cherchent toujours à vous dominer et à vous écraser, à vous contrôler. Ce sont des personnes qui sont jamais l'esprit en paix, si vous regardez bien. Ils sont toujours en train de vous critiquer ou de vous voler quelque chose. Si c'est au travail par exemple, ça va être vous voler votre travail. Essayez d'obtenir eh bien, ce que vous avez de plus précieux d'une façon ou d'une autre, ce à quoi vous tenez le plus. Et donc, pour faire ça, oui, on parle des PN, notamment des relations toxiques, en fait. Donc, pour faire ça, effectivement, c'est une personne qui va tout le temps chercher à vous contrôler, vous maîtriser. Et vous allez vous sentir épié, possiblement. Donc, le ressenti que vous avez, il faut en tenir compte, parce que souvent on se dit ok, je sais pas pourquoi je me sens comme ça, c'est une impression certainement, et donc j'arrive pas à mettre peut-être même des mots sur ce que je vis, parce qu'en fait bah, c'est pas très clair dans mon esprit. Ils font tout pour brouiller les pistes. Donc oui, ça peut être des insultes, ça peut être verbal, ça peut être effectivement fait derrière votre dos aussi. Et ils vont critiquer chez vous ce qu'ils envient chez vous et qu'ils n'ont pas chez eux. Donc en fait, ce qu'ils critiquent de vous, eh ben c'est exactement ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et ce qui correspond généralement à des qualités que vous avez. Si en fait ils vont vous dire que vous êtes bête, c'est parce qu'ils ont remarqué que vous êtes intelligent. Mais le problème, c'est que vous-même, vous n'osez pas croire que vous avez une certaine intelligence, certaine qualité en fait. Le problème chez vous, c'est plutôt de ne pas croire assez en vous-même, de peut-être avoir besoin de la validation extérieure pour vous trouver bien vous. Vous avez besoin quelque part d'être reconnu aussi. Et c'est peut-être ça, votre faille. Il faut regarder exactement ce qui vous motive à rester en contact avec ce type de personnes. Il faut aussi regarder. Il y a parfois effectivement des personnes qui, c'est difficile d'éviter ces personnes-là parce qu'elles sont dans l'entourage, dans la famille. Ça peut être parce que ces personnes-là rôdent autour de vous. Au niveau du boulot, on quitte pas un boulot du jour au lendemain. Donc parfois c'est compliqué, effectivement. Parfois c'est vrai ce qu'ils disent. Parfois, en fait, le problème c'est qu'ils vont toucher un complexe que tu as. Donc ils vont repérer un complexe qui est chez toi. Ils vont se dire que s'ils attaquent ce complexe-là, ça va te faire mal. Donc, ils vont viser ce complexe, en fait. Mais ce complexe, quelque part, tu leur as donné avant. Tu leur as montré que tu avais ce complexe. Donc, en fait, ils vont viser chez toi ce qui peut te blesser. Et donc, pose-toi la question quand tu es blessé d'une remarque, tiens, pourquoi moi, je serais blessé de cette remarque ? Justement, généralement, c'est que c'est quelque chose que tu dois travailler toi pour ne plus avoir cette blessure, pour ne plus être atteignable par des personnes qui ont des mauvaises intentions par rapport à toi. Le problème, c'est pas ton complexe en réalité. Parce que des complexes, on en a tous, on n'est pas parfait. Et personne ne l'est. Et je vais ajouter, on n'aime pas les gens parfaits. Réfléchissez à votre meilleur ami, la personne que vous avez le plus aimé dans votre vie. Réfléchissez à ces personnes que vous aimez sincèrement. Ça peut être un cousin, une cousine, ça peut être un frère, une sœur. Regardez-les, ils n'ont pas que des qualités. Et en fait, même, je vais vous dire, vous les aimez certainement aussi pour ce qu'ils considèrent eux-mêmes être des défauts. Parce qu'on n'aime pas les gens parfaits et que c'est normal de ne pas avoir justement
une apparence toute lisse, on a tous des défauts et c'est ok. Et je trouve même que les petits défauts sont parfois ce qui nous attire. Par exemple, on peut tomber amoureux de quelqu'un et cette personne a une petite caractéristique, ça peut être sur le visage ou enfin sur le corps ou quelque chose qui va faire que cette personne-là, elle va nous attirer particulièrement. Parce que justement, il y a ce petit défaut. Parce que justement, il y a cette petite caractéristique. Et nous, on va trouver ça mignon. Et c'est intéressant parce que la personnalité de chacun, elle est aussi avec des petits défauts. On a tous des petits comportements qui peuvent être parfois énervants pour l'autre et parfois un petit peu sympas. Et ce qui est important, c'est de savoir soit se remettre en question quand on se dit bah oui, j'ai quand même un comportement qui est pas très sympa. Normalement, on se remet en question, on va faire en sorte de servir la relation et donc on va aller vers l'autre. On va faire la moitié du chemin. Quand on est dans une relation toxique, on fait l'entièreté du chemin. On fait tous les efforts vers la personne. Et ça aussi, c'est une autre façon de détecter que c'est anormal en fait. J'ai un strabisme, en passant, ça peut être charmant. Ben oui, bien sûr. Donc, tout peut être charmant, en fait, hein. Même les petits défauts. Donc, moi, je dirais, gardez vos petits défauts. Gardez vos petits défauts. Moi, mes dents, elles sont pas toutes alignées. J'en ai une qui, elle part en avant. Bah voilà. Vous voyez? Et pourtant, ça n'empêche rien. Donc, gardez vos petits défauts. Pourquoi? Parce que ça fait vos petite particularité. Maintenant, si c'est vraiment un gros complexe et que vous n'arrivez pas à vivre avec, c'est ok de changer des choses. Merci Dominique pour les cadeaux. Donc, vous savez, tout le monde a des petits défauts. Un jour, vous aurez un bouton au milieu du front, le lendemain, vous aurez autre chose. Si vous vous battez avec vos défauts, vous n'avez pas fini, en fait. Et ce qui est important, justement, c'est d'être plus cool avec soi pour empêcher les personnes qui sont toxiques de passer leur temps à vous faire vous sentir mal parce que vous avez des petits défauts. Donc voilà, chacun vraiment a des particularités et c'est ok. Et c'est pareil pour votre caractère, pour vos comportements. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne pouvez pas être parfait. Votre amitié, elle peut pas être parfaite. Vous serez jamais toujours présent à 100%. Vous aurez des tracas dans la vie qui vont peut-être un peu perturber la manière de répondre à la personne, vous serez peut-être parfois un peu stressé, anxieux, vous aurez des tracas, et l'autre, bah oui, il devra un peu supporter ça, on va dire, mais ça fait partie de la vie. On est tous comme ça, donc c'est ok. On peut être désorganisé, bordélique par exemple, ben voilà, c'est une caractéristique. Moi je suis pas très ordonnée, j'avoue, même si... je me soigne à certains moments, on va dire ça. Parfois je range tout à certains moments. Mais vous voyez, c'est pas forcément Enfin, mon comportement, il est pas nickel. Ma maison, elle est pas nickel. Tout n'est pas nickel chez moi, bien entendu. Il y a plein de choses qui vont pas. On a parfois des petits soucis de santé. Bah voilà, c'est des petites choses qui sont pas nickel. On a parfois aussi des comportements parce que on peut un jour on est super joyeux et le lendemain on tire la tronche parce que c'est le jour on s'est levé du pied gauche. On a tous un jour comme ça de temps en temps. Ça arrive pas toujours, évidemment, il y a des gens qui sont plus positifs que d'autres, mais effectivement qu'on ne peut pas être parfait. Donc soyez cool avec vous et dites-vous que si vous avez l'habitude de vous traiter en étant plus cool, vous accepterez moins des personnes qui sont extrêmement dures avec vous, qui vous disent tu dois être parfait, tu dois tout faire dans la maison, tu dois être, je sais pas moi, tu dois être un super homme à ramener autant d'argent. On va vous mettre la barre très haute. Et les personnes toxiques vont vous mettre une barre très haute pour vous faire courir derrière. En vous disant mais si tu devrais être comme ceci, tu devrais être comme cela. Et ce sont des donneurs de leçons alors qu'on n'a pas besoin de personnes qui nous donnent des leçons. C'est pas nos parents en fait, donc on ne leur doit rien et on a le droit d'être imparfait et de faire à notre manière. Donc c'est vraiment important de comprendre que vous avez justement des caractéristiques. Bien sûr que c'est plus intelligent de respecter les autres, d'être respectueux par rapport à vous, et qu'à certains moments, c'est ok aussi de dériver un petit peu. Maintenant, ça veut être un tout petit peu, tout simplement. Une personne qui vous fait du tort à répétition n'est pas une belle personne pour vous. Même si cette personne, elle vous promet la lune. Même si cette personne, elle vous dit que ça va aller mieux. Donc voilà. Il y a beaucoup de femmes PN, bien sûr. Hein. Quand je dis PN, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Hein. Et si tu les attires, attention, peut-être que tu es quelqu'un de soit très gentil, qui n'ose pas trop mettre des limites, peut-être, c'est ça. Ça peut être aussi parce que tu es plus sensible que la moyenne. Ça peut être aussi parce que justement tu veux trop bien faire dans ta relation.
du coup, t'es trop généreux quelque part aussi. Ça peut être parce que tu as justement plus de complexes. Ça peut être parce que tu as vécu dans une famille toxique et que quelque part, ils ressentent que c'est possible pour toi d'accepter des choses qui normalement ne doivent pas être acceptées. Donc regarde un petit peu chez toi. Une petite zébritude, bien sûr. C'est possible, tout à fait. Ça peut être ça. Le fait de justement d'être zèbre, c'est chercher justement à être d'une certaine façon perfectionniste dans ses relations, de vouloir donner le meilleur de soi et donc de se remettre constamment en question. Et donc ça va être la faille par laquelle ils vont s'insérer dans ta vie, parce que comme tu te remets en question, eux ils vont te dire tu devrais réfléchir à ce que tu fais, tu devrais être mieux que ça, etc., etc. Et comme peut-être tu as déjà ce mécanisme de constamment essayer de t'améliorer, ce qui à la base est une qualité, eh bien ils vont s'en servir comme un défaut, dans le sens essayer de te faire aller dans quelque chose que eux voudraient. Donc ils vont t'influencer. Et la manipulation, c'est te faire faire des choses que tu n'avais pas prévues à la base. Et tu vas te dire, oh c'est pas grave, ce sont des petites choses. Au début, ça commence toujours par des petites choses en fait. Et puis ensuite, ça commence par des choses plus importantes. Et là, tu vas te rendre compte après coup que c'est pas du tout ce que tu voulais et tu vas te sentir coincé dans une situation en fait. Et ils vont essayer de te convaincre de rester dans cette situation, que c'est pas si grave, que tout le monde a des petits problèmes, que toute relation, demande des remises en question, d'être patient, de soi-disant communiquer alors qu'ils communiquent pas, justement. Quand ils communiquent, c'est pour te reprocher quelque chose, généralement, pour te dire il faudrait que tu sois comme ceci, comme ça. Ils vont t'attaquer et puis te concéder derrière. Donc il y a du chaud et du froid en alternance tout le temps. Et donc toi, tu sais plus que penser de cette personne-là. Au début, ils vont te vendre un rêve et te dire qu'ils vont être là pour t'aider, souvent te sauver, en fait. Et c'est pas du tout normal. Une personne qui est saine va t'aider à toi à trouver en toi des ressources pour régler tes problèmes toi-même. Donc il va t'accompagner, autrement dit. Mais il va pas tout régler dans ta vie. Donc c'est très important de comprendre ça. Une personne qui veut te sauver et qui va te dire « je vais tout faire pour toi dans ta vie », c'est une personne qui ment, en fait. Donc c'est très très important de comprendre que si toi, tu veux être parfait, si toi, tu as tendance à réfléchir beaucoup, ça peut être une faille qu'ils utilisent, entre guillemets. Merci Evia pour le cœur avec les doigts, pour le cadeau. Donc voilà un petit peu comment on les repère aussi. C'est une valse constante où on se tracasse aussi. Il y a aussi effectivement le fait de vouloir sauver l'autre, de considérer qu'on peut le soigner, parce que cette personne, elle peut aussi prendre une peau de victime. Mais c'est une fausse victime, hein. C'est ah mais moi dans mon passé j'ai vécu des traumatismes, donc tu dois être gentil avec moi. Ou ah mais moi si tu veux je souffre d'une maladie, donc tu devrais m'aider dans la vie, donc ça veut dire de faire tout ce que je veux quelque part. C'est suggéré, c'est pas dit comme ça, hein. C'est dit tu devrais être là pour moi, mais en fait tu dois tout le temps être là pour l'autre et finalement tu sais plus gérer ta vie à toi. Toute ton énergie, en fait, passe là-dedans, dans le fait d'aider l'autre, de le sauver, etc. Et ils vont te dire, si tu veux me satisfaire, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, c'est comme ça qu'ils maîtrisent tous tes comportements. Bonjour Déborah, bienvenue. Donc voilà, en fait, il faut regarder si la personne est respectueuse ou pas, si elle est insultante ou pas, si elle se moque de vous derrière vous. Aussi, parce qu'une personne qui se moque même des autres, c'est bizarre. Une personne qui passe sa vie à dire « Ah, celui-là, c'est quelqu'un de pas bien. Ah, celui-là non plus. Tous mes ex, tous. Il y en a pas un qui était bien. » C'est bizarre, ça. Normalement, on a quand même eu une ou deux bonnes relations. On peut dire « c'était compliqué, mes anciennes relations, mais... » ça va quoi. Généralement, il y a quand même des bonnes relations. On ne se dispute pas non plus avec tous ses soi-disant amis, tous ses ex, toutes les personnes de sa famille. Une personne qui se dispute avec tout le monde et qui dit du mal de tout le monde, c'est quand même très bizarre. On doit tout donner à eux et être tout le temps là pour eux. C'est exactement ça. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment disproportionné. Une personne qui est respectueuse avec toi va te donner des choses, pas tout,
mais va être là et ça va être équilibré. Donc toi tu vas être là pour la personne va être là pour toi. À certains moments la personne ne sera pas là parce que c'est pas possible pour cette personne, mais va rattraper le coup plus tard en fait. Donc il y a un équilibre qui se fait et il y a vraiment aussi une fluidité. Tu te sens bien dans cette relation, tu te sens écouté, tu te sens épaulé, tu sais que tu peux compter sur l'autre. Que quand tu es en face d'une personne toxique, tu sais que cette personne risque de t'agresser, tu le ressens et tu te sens inconfortable, tu sens que... Merci Christophe pour le cœur en nuage. Donc tu ressens en fait ça, tu ressens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais pas forcément l'exprimer en mots, ça va prendre du temps justement de se dire que tes sensations, elles sont justes en fait. On n'a pas l'habitude dans notre monde de se dire qu'on a raison dans ce qu'on ressent. Souvent, on ne fait pas confiance à ce qu'on ressent. Et souvent, comme on ne ressent pas ce genre de choses, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, en fait. Et c'est parce que je suis paumée que je réagis pas et que je laisse faire aussi. Moi, il me faisait à manger, du coup, je le voyais moins que tout était fait pour lui. J'ai pas compris. Il me faisait à manger, du coup, je le voyais moins. Je comprends pas. Enfin, si tu veux expliquer, préciser. J'ai pas compris. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Peut-être que vous avez des questions par rapport à un truc que vous avez vécu et qui vous reste sur le cœur, justement. Que peut-être que je pourrais vous aider à ce niveau-là, à mieux comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, les relations toxiques, il y a plusieurs types de relations toxiques et de personnes qui se comportent en chaud, froid, continuellement. Et des personnes qui ne vous écoutent pas, il y en a de plusieurs sortes. Pour moi, le fait qu'il me faisait à manger, c'était pour moi ce qu'il me donnait, mais à côté de ça, rien. Oui, donc il faisait que ça, en fait. C'est ça que t'es en train de dire. Il me faisait à manger, donc du coup, il te donnait pas d'affection, pas d'attention, pas d'estime, en fait, pas de valorisation, des choses comme ça. Pas de câlin. Il refusait que je prenne soin de lui quand il était malade. Ça, parfois, il y a des hommes qui ont du mal à se montrer quand ils sont plus faibles. Mais c'est vrai que les narcissiques, notamment, ils ont du mal à se montrer dans leur faiblesse parce que ils considèrent que c'est quelque chose qui est mauvais. Donc ils veulent toujours être dans une certaine force, en fait. S'il parle que de lui, c'est un PN. Non, pas forcément. C'est quelqu'un qui est extrêmement centré sur lui. C'est pas forcément bon signe, hein. Parce qu'une personne qui parle tout le temps de lui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je suis plus grand, je suis plus beau, je suis plus cible. C'est fou. C'est gonflant, hein. C'est pas très sympa. Et puis effectivement, il y a des gens qui aiment bien parler d'eux, il y a des gens qui détestent parler d'eux en fait. Les pervers narcissiques, ils parlent finalement pas tellement d'eux. Ou alors ce qu'ils disent c'est faux. Donc, mais dans tous les cas, une relation équilibrée, c'est un parle de lui, l'autre parle aussi de lui, et puis questionne sur l'autre, on s'intéresse à l'autre. Il y a toujours un intérêt porté à l'autre et à la relation aussi. Donc c'est très important de comprendre, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'on fait des efforts tous les deux pour la relation, pour qu'elle fonctionne? Est-ce qu'on s'écoute mutuellement? Ou est-ce que moi je fais tout dans la relation aussi? Parfois, il y a des gens qui ont besoin un petit peu plus de maîtriser et qui, au départ, sont rassurés par le fait d'en faire beaucoup pour l'autre. Et ils croient qu'ils vont être aimés comme ça. Peut-être aussi qu'il y a une dépendance affective derrière. Donc, c'est-à-dire, je crois que je peux pas être aimée comme je suis. Il faut absolument que je donne beaucoup pour être aimée. Si je crois ça, je vais tomber plus facilement sur quelqu'un de toxique et de manipulateur. Parce que cette personne peut profiter. Donc, ça va attirer ce type de personne. Mon ex-PN a toujours mis des distances entre moi et ses fils ados adultes. Pourquoi? Parce que ça aurait été possiblement des belles relations et qu'ils auraient été jaloux de ça. Donc ils vont saboter les belles relations. Ils vont mettre à distance les personnes qui s'entendraient bien, notamment. Et aussi, en fait, tu aurais peut-être pu aider ces personnes-là. Donc pour garder chaque personne sous emprise, eux, ils cherchent à les isoler. Donc par exemple, ils vont dire à l'un, ah, tu sais, il ne t'aime pas. Et donc du coup, vous avez tous les deux une appréhension d'aller l'un vers l'autre. C'est plus naturel en fait. Ça peut être ça par exemple.
ils vont aussi faire en sorte que certaines personnes ne soient pas en couple, quoi. Ils vont aller draguer parfois une personne pour justement l'empêcher d'être en couple avec une autre personne, qui est aussi leur victime en fait. Vouloir réussir à tout prix sa relation devient le sens de notre vie et ils en profitent. Justement, ça doit pas être le sens de ta vie de vouloir réussir une relation. Même si c'est une belle relation, ta vie, elle doit continuer d'être remplie de plein d'autres choses en fait. Tu dois avoir des amis avec qui passer des chouettes moments. Être en amour, c'est chouette, mais ça doit pas tout prendre, en fait, toute la place. En réalité, quand comme ça tu reviens vers la personne, tu peux partager ce que tu as vécu. Donc il faut une place pour cette personne, hein, d'accord ? Mais ça doit pas être tout le sens de ta vie. Le sens de ta vie, tu dois la trouver, enfin le sens, tu dois avoir des sens dans plusieurs domaines en fait. Et c'est ça qui va aussi te sécuriser et faire que plus facilement tu seras moins dupé par des personnes toxiques aussi. Parce que si tu te dis, il y a que le couple qui compte, par exemple, et que tu n'arrives pas à t'épanouir dans d'autres domaines comme le travail, l'amitié, comme justement peut-être des passions que tu aurais, ça te restreint beaucoup et donc ça veut dire que cette personne elle peut avoir plus de pouvoir sur toi parce que c'est toute ta vie en fait. Pour éloigner les peines, il faut penser à soi et à être égoïste un peu, oui. Mais c'est pas de l'égoïsme, c'est le bon côté de l'égoïsme. Merci pour l'éclair, Dominique. Le bon côté de l'égoïsme, ça va être justement, penser à toi, mais surtout à tes besoins élémentaires. C'est pas faire des caprices, en fait. Une personne égoïste et qui ne penserait qu'à elle serait quelqu'un qui s'en ficherait pas mal du confort de l'autre, alors que c'est pas du tout ça que tu veux toi, c'est juste être respecté. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut prendre soin de soi. Et qui dit prendre soin de soi, dit ramener son énergie pour soi, son temps pour soi, parfois son argent aussi pour soi, parce qu'ils peuvent prendre de l'argent. C'est important de le comprendre aussi. Donc oui, être un peu plus égoïste, mais dans le sens se protéger soi et s'aider à aller mieux, en fait. Comment savoir si on est guéri après un PN ? Il y a toujours une période de deuil dans laquelle justement tu vas ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration et aussi pendant laquelle tu vas évaluer ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que cette personne est rentrée dans ma vie ? Pourquoi j'étais comme ça à ce moment-là ? Ça peut être parce que tu étais plus fragile, parce que justement tu étais en deuil ou que tu venais de perdre un boulot ou tu vivais quelque chose de compliqué. Et donc cette personne, elle est arrivée en mode « je vais t'aider dans ces problèmes-là ». Alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Mais parfois, tu as une fragilité. Tu viens peut-être de vivre un truc très difficile pour toi. Ça peut être une des raisons pour lesquelles ils viennent dans ta vie parce que tu es plus fragilisé. Alors, je rappelle que c'est important de vivre des choses parfois compliquées dans la vie et qu'on met tous un moment, on a besoin d'un moment pour se relever, pour se rétablir. C'est ok, en fait, hein. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'un deuil, ça prend un petit peu de temps. Généralement, il faut quand même 1 à 2 ans pour faire totalement son deuil. Bien sûr, durant ces périodes-là, vous n'allez pas être tout le temps en train de souffrir, c'est pas ça, hein. Mais ça prend un petit peu de temps, le temps de comprendre les choses, le temps de refaire confiance à de nouvelles personnes. On sait qu'on est arrivé au bout de son deuil quand on arrive à nouveau à faire confiance, quand on sait clairement qui nous sommes, c'est-à-dire que on sait qu'on est une personne intéressante, oui, on a des défauts, non, ce n'est pas grave, mais on est ok avec qui nous sommes. On ne passe plus de temps à se reprocher des choses comme le faisait justement cette personne. On n'a plus la voix de la personne dans la tête, vous savez. Parfois, vous êtes en train de devenir votre pire ennemi, comme l'a été cette personne-là. Et ça, c'est des trucs à enlever. Quand on a enlevé tout ça, et qu'on commence à de nouveau être heureux, à apprécier sa vie, à repartager des moments avec d'autres personnes, à moins penser aussi à cette personne-là, là on a fait le deuil. On y pense différemment, on y pense en se disant ça m'arrivera plus, je suis plus la même personne, j'ai dépassé ça, et aussi on a ce sentiment d'être devenu une nouvelle personne. En fait, ça nous a renforcés au final. Et quand vous ressentez ça, vous savez que c'est terminé. Donc que vous êtes passé à autre chose, vous sentez que vous êtes passé à autre chose. Mais ça prend un temps plus long qu'une relation, par exemple, d'amour classique.
Parce que quand il reste du respect à la fin d'une relation, quand justement on a su parler, même si on ne s'aime plus, même si on n'a plus les mêmes projets, parfois c'est douloureux quand même hein, de quitter quelqu'un, mais le truc c'est que eh bien on s'en remet quand même plus vite. On arrive déjà à communiquer, on sait qu'il reste une sorte de respect, on sait qu'on a vécu des choses qu'on peut quelque part sauvegarder, garder en soi, et on se dit « Ah, je voudrais à nouveau aimer quelqu'un comme j'ai aimé cette personne ». Et parce que c'était une belle relation. Mais on n'a pas ça avec les pervers narcissiques, on garde plus de la rancœur, de la colère plus longtemps. Et ça, c'est normal, parce que vous êtes en train de vous défendre contre quelque chose d'anormal qui a été vécu. Ça veut dire qu'il y a eu une injustice, et vous pouvez ressentir beaucoup d'injustice par rapport à ce qu'on vous a fait. On vous a piégé. Vous pouvez aussi ressentir de la honte, alors que c'est pas du tout à vous à avoir honte, mais c'est très fréquent qu'une personne qui est victime de ça, eh bien, ressente de la honte. Attention, quand je dis victime, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah non, moi je suis pas du tout une victime » et qui veulent justement reprendre leur vie en main le plus vite possible et qui ont du mal justement à se dire « J'ai été victime de quelque chose ». Pourtant, elles l'ont été, mais ce sont des personnes généralement qui prennent beaucoup à cœur de réaliser leurs rêves, d'agir dans leur vie, etc. aussi. Donc ce sont pas du tout des personnes qui, en fait, qui seraient en mode passif, etc. Donc beaucoup de personnes vont dire « Ah non, moi j'aime pas ce terme de victime », c'est normal aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de les lire au fur et à mesure, mais si vous voyez que je ne réponds pas, eh ben vous les remettez, c'est pas un problème, parce que je sais pas tout lire. Parfois ça va très vite aussi, et c'est petit pour moi. Ou bien ils sont arrivés car on leur a dit qu'on souhaite une longue et belle relation. C'est possible. Quand ils voient que quelque chose que quelque chose vous tient à cœur particulièrement, je vais essayer de parler français, c'est mieux, et ben effectivement, ça peut être, tiens, cette personne, elle a particulièrement à cœur ce rêve-là, de créer une belle relation en couple, par exemple, ou d'avoir une belle relation d'amitié, c'est important pour cette personne, et ben c'est une faille. Ils identifient ça comme un moyen de rentrer dans votre vie. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir une belle relation, qu'elle soit amoureuse ou d'amitié ou que sais-je d'autre, de collaborer avec quelqu'un au travail. Merci pour le cœur. Je sais pas, je n'ai pas vu qui. Eva, merci beaucoup. Je pense que c'était Eva. Oui, c'est ça. Je revérifie quand même. Donc effectivement que ces personnes-là, ils vont tout faire pour entrer dans votre vie parce qu'ils ont détecté chez vous quelque chose que vous souhaitez profondément. En fait, on peut pas vous manipuler avec des choses que vous ne souhaitez pas et si vous ne ressentez rien du tout. Donc quand vous désirez quelque chose, quand vous êtes quelqu'un avec une tendance à être plus passionné par l'amour, par l'amitié, par un projet, même un projet professionnel, ils peuvent vous attraper par ce qui vous tient à cœur en fait. Et le but, c'est, pour eux, c'est de vous mettre dans quelque chose que vous désirez, en vous disant, si tu fais des efforts, tu vas obtenir ça, ce qui va vous pousser à agir, en fait, dans leur sens. Ça, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ils vous manipulent comme ça. Mais si vous ne souhaitez rien, vous n'êtes plus manipulable. Si vous ne ressentez rien, vous n'êtes plus manipulable. Donc, c'est pas le problème d'avoir un rêve. Le problème, c'est de croire qu'on peut le concrétiser avec une personne qui ne nous donnera rien du tout. De croire que cette personne, elle va nous aimer alors que, en fait, non, c'est une personne incapable d'aimer. Et donc, effectivement, les pervers narcissiques, ils peuvent revenir dans la vie de la personne, surtout quand elle recommence à s'épanouir. Ça veut pas dire que vous aiment, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de vous laisser faire votre deuil. Longue et belle relation, donc on s'engage aussi financièrement. Oui, ça peut engager effectivement tout ce qui est financier. Dans une relation saine, les finances, c'est quelque chose d'important. On va par exemple louer un truc ensemble, on est tenu financièrement par quelque chose. Si on a des enfants ensemble, on est tenu financièrement aussi par... pour les enfants. Donc on est tenu dans une relation parce qu'on crée ensemble quelque chose. Et c'est ça le problème, c'est qu'aussi les enfants souffrent beaucoup de cette situation parce qu'ils vont être toxiques aussi pour les enfants. Au travail, vous souhaitez garder votre travail, vous vous êtes investi dans votre travail,
c'est une façon de pouvoir vous manipuler. Vous souhaitez quelque chose, c'est être reconnu, c'est continuer d'avoir de l'argent, vous avez peut-être peur de manquer d'argent, donc l'argent entre aussi en ligne de compte. Il faut tenir compte de ça quand on veut se libérer. Quels sont les moyens que j'ai autres financiers si je suis en couple avec quelqu'un mais que j'aurais besoin d'argent pour divorcer ou pour mon enfant? Dans quelle situation je vais me retrouver? Donc autant prendre les devants, et plus vous aurez de possibilités de rebondir, de saisir des opportunités, et mieux ce sera pour vous. Quitter un boulot, ça demande de retrouver un autre boulot. Plus vous avez cette faculté de postuler pour un autre boulot, et plus vous êtes capable d'avoir cette force de postuler, parce qu'il faut trouver la force aussi quand on va pas bien, de faire des démarches, etc. Et plus, effectivement, vous pouvez vous sortir de situations de manipulation, en fait. Ils se moquent des autres, ils se moquent de tout le monde, en fait. Ce sont effectivement des personnes qui sont pas respectueuses de façon générale et qui vont aussi isoler quelqu'un pour le harceler. Souvent, à l'origine du harcèlement au travail, mais ça peut être aussi à l'école, vous avez un pervers narcissique derrière. Quelqu'un qui dysfonctionne, qui est toxique. Il est insupportable et je suis totalement indifférente, et puis il se comporte très mal. C'est bien, si tu montres une indifférence, eux, à un moment donné, normalement, ils vont se lasser, parce que ce qu'ils visent, c'est te faire réagir, te faire ressentir des choses qui sont insupportables. Si tu fais croire à cette personne que ce que tu ressens, c'est de l'indifférence ou même de la joie, eh ben, ils vont arrêter. Parce qu'ils veulent pas te donner la joie. C'est ma mère qui est narcissique, je prends mes licences, mais elle me fait du chantage émotionnel. Logique. Une mère narcissique va toujours te dire que tu n'es pas capable de t'en sortir seule, que tu ne peux pas être autonome, que de toute façon tu la renies et que donc tu es une fille indigne ou un fils indigne. Donc toujours, ils vont aussi te pointer du doigt par rapport à la famille. Donc généralement c'est une mère qui va faire courir des bruits sur toi, que tu n'es pas reconnaissante, que tu n'es pas bien élevée, après tout ce qu'on a fait pour toi. Cette fameuse phrase, elle revient souvent dans la bouche des mères perverses narcissiques. J'ai mis fin à la relation et c'est un collègue. Eh bien, bravo à toi. C'est important de savoir que tu as pu mettre fin à cette relation-là et tu dois être fier de l'avoir fait. Tu t'es protégé correctement et surtout, tu dois comprendre que, eh bien, tu as su choisir que ça, c'était mauvais pour toi et ne pas laisser cette personne faire est quelque chose de super important. Ça augmente l'estime de soi, en fait. Même si au début, on n'est pas forcément conscient de ça, on veut juste sauver sa vie. Déjà, rien que le fait que tu trouves des portes de sortie et que tu agisses, c'est une très bonne chose. Bonsoir, mots croisés, bienvenue. Quotidiennement, c'est compliqué, il fait tout pour me rabaisser, je m'en fiche, mais c'est pesant. Oui, oui. Généralement, c'est comme ça qu'ils agissent à répétition, effectivement, et ils veulent en fait te faire flancher à un moment donné par épuisement. Et donc oui, c'est épuisant, c'est pesant, et effectivement, il faut tenir le coup, ce qui n'est pas forcément simple tous les jours. Et tu as le droit de craquer toute seule chez toi quand t'en as marre, de t'énerver, de sortir les émotions, etc. Mais tu as raison. Et tu as raison de répondre fermement, si tu arrives à faire ça, eh ben franchement, chapeau. Le mieux, ce serait que tu arrives à ne plus être dans l'environnement de cette personne-là. Merci beaucoup, Christophe, pour tes cadeaux, pour tes cœurs. Oui, ce que tu fais est bien, cher. Donc c'est très bien. C'est la façon qu'il faut agir avec eux, parce qu'ils détestent le froid, justement, ils détestent ne plus arriver à manipuler quelqu'un. Ils peuvent devenir obsessionnels pendant un moment, parce que justement, ils n'y arrivent plus et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont perdu ce pouvoir. Donc il peut encore essayer pendant un moment, tu dois tenir le coup tout le long, jusqu'à ce qu'il laisse tomber. Il est dans ton environnement de travail, oui, j'avais compris, justement. Ça qui est compliqué, alors soit tu cherches à changer de service, si c'est possible, ou justement à faire en sorte que son image soit brisée. C'est ce qu'ils ont de plus fragile, hein. Donc c'est l'image, leur image, si tu montres qu'ils ne travaillent pas bien, que c'est un poids pour l'entreprise, souvent c'est ça, hein. Les pervers narcissiques, ils savent pas travailler correctement, c'est pas des inventeurs, c'est pas des bosseurs, c'est des gens qui profitent des autres, hein. Donc dans les entreprises, c'est des poids morts en fait, des poids lourds. Et donc si tu mets en évidence le fait qu'ils ne font rien, ou qu'ils font pas grand chose, en fait ils font généralement le minimum syndical, et ils camouflent le fait que ce sont des mauvais travailleurs.
il est professeur d'université, pas possible de changer de service, mais il est brillant. Ok, bah peut-être que tu vois pas encore là où il vole le travail de quelqu'un d'autre pour paraître brillant. Il profite des autres pour avancer, ouais. Tu vois, c'est ça. C'est un manipulateur, clairement. En fait, ils ne savent pas briller par eux-mêmes. Hein. Toi, tu vas faire des efforts pour te développer, toi, pour acquérir des compétences, et tu vas être concentré là-dessus. Eux, c'est l'inverse. Ils vont voler le travail de quelqu'un d'autre, répéter bêtement ce travail. Généralement, ils n'arrivent pas à aller quand même aussi loin que la personne qui a vraiment créé, en fait, ce travail-là, quoi. Il fait travailler les autres, récupère le travail. Ouais, c'est comme ça qu'ils arrivent à être brillants. En réalité, ils ne le sont pas vraiment. Hein. Tu vois que tu disais tantôt, il est brillant, mais en fait, il est pas brillant. Il est juste brillant pour recopier. C'est une photocopie, le mec, c'est tout. Quelle différence entre la mère PN et celle narcissique? Un pervers narcissique est toujours narcissique. Mais n'est pas forcément, un narcissique n'est pas forcément pervers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a juste, et je mets ça entre gros guillemets, hein, c'est déjà pas mal, hein, un trouble de personnalité narcissique, c'est une personne qui est extrêmement centrée sur elle-même et qui va oublier du coup les besoins de ses enfants, etc. Donc c'est pas une très bonne mère de toute façon. Mais cette mère-là ne cherche pas à vraiment détruire ses enfants. C'est ça la grosse différence et ce qui est hyper choquant, c'est qu'on pense pas qu'un parent puisse vouloir détruire son enfant. La mère perverse narcissique va être tellement jalouse des qualités de son enfant qu'elle va tout faire pour le faire se détruire à l'intérieur, en fait. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que cet enfant ne développe pas d'estime de lui-même, ne développe pas d'autonomie, soit toujours là, mais pour flatter l'ego de la mère seulement. Et donc, ça peut être extrême au point, justement, d'enfermer l'enfant, au point qu'il y ait des maltraitances psychologiques, certainement, mais ça peut être physique aussi. Donc ça va beaucoup plus loin. Il n'y a pas de limite, si vous voulez. Cette mère, elle n'a aucune limite. Et donc l'enfant, s'il veut se réaliser et, devenir lui-même, il va devoir cacher une partie de lui-même. Et tout le temps, être sur la défensive, ne pas montrer ses émotions, ce qui l'intéresse vraiment, etc. Donc cet enfant, il va devoir chercher des autres endroits et d'autres relations pour s'épanouir et pour devenir lui-même. Mais il va cacher ça à cette mère parce que dès que cette mère va découvrir qu'ils sont en train de s'épanouir quelque part, qu'ils ont un petit plaisir quelque part, cette mère-là, elle va tout faire pour l'enlever, pour enlever ce plaisir-là. C'est souvent des enfants qui vont attendre de grandir, qui vont être pressés d'avoir 18 ans, de quitter le foyer, d'être libres. Ils vont vraiment voir la vie d'adulte comme le fait d'être libre. Et ça peut être aussi des mères qui vont acheter leurs enfants avec de l'argent. Non mais tu sauras pas faire tout seul, c'est moi qui vais payer. Mais en fait, ils font ça pour que vous vous sentiez redevable. Donc c'est compliqué de couper avec une mère perverse narcissique. Je suis en dépression depuis ma relation avec mon PN car tout était faux et il enchaîne les relations. C'est exactement ce qu'ils font habituellement. Ça veut pas dire que c'est pas toi qui étais pas aimable. Toi, tu as des qualités pour être aimé, mais ça veut dire que c'est cette personne-là qui ne sait pas aimer et n'aimera jamais personne, mais fera semblant. Cette personne, elle va faire semblant qu'elle est mieux avec l'autre personne qu'avec toi. Et donc ne te laisse pas duper par ça. Alors c'est normal d'avoir une forme de dépression qui fait partie du deuil normal, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez vous sentir triste, etc., possiblement désespéré, mais généralement ça va réactiver peut-être des choses que vous avez mal vécues dans le passé, pas digérées dans le passé en fait. Donc il faut aller rechercher tout ça et parfois se faire accompagner c'est nécessaire aussi, hein. Donc quand on traverse une période compliquée, eh bien le fait d'avoir une autre façon de percevoir les choses, donc un thérapeute qui va justement te montrer ce que tu ne vois pas et te faire réaliser qu'en fait t'as rien perdu du tout. Généralement quand on est en dépression c'est qu'on pense qu'on a perdu quelque chose, là en fait on n'a rien perdu du tout, c'est simplement t'as perdu une illusion d'amour, mais pas l'amour. Et tu peux tout à fait construire toutes les relations que tu souhaites pour le futur en fait, parce que maintenant tu es libre et tu dois te concentrer absolument sur le fait de construire ta vie actuellement. Souvent on est encore en train de penser à cette relation-là, ça revient de façon obsessionnelle, on n'arrive pas en fait à passer à autre chose, à penser à autre chose. C'est tout à fait normal, comme je l'ai dit, ça prend plus de temps, je sais pas si tu étais là quand j'ai dit ça, ça prend plus de temps de se guérir de ce type de relation que une rupture d'amour classique par exemple. Parce que c'était anormal comme situation.
C'est l'intention de destruction qui diffère exactement. La perversion, c'est vraiment, je pervertis le lien, l'autre n'existe pas, je peux le broyer, je peux le détruire. En fait, il n'y a pas de limite. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dit pervers. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vraiment être en relation. Quand on est en relation, on s'intéresse à l'autre. On veut apporter des choses dans la relation. On veut rentrer en relation avec l'autre et échanger. Le pervers narcissique, oula, c'est quelqu'un qui ne veut pas échanger. Donc, effectivement, c'est extrême. Donc protégez vos enfants si vous avez un enfant avec quelqu'un qui est comme ça, parce que l'enfant va souffrir. Mais le pervers narcissique ou là va toujours tout faire pour que les gens à l'extérieur ne voient pas ce qui se passe dans la maison, etc. Donc leur image compte beaucoup. Les PN n'aiment pas qu'on s'épanouisse? Non. Ils ne savent pas s'épanouir eux-mêmes, donc du coup ils vont aller briser toutes les personnes qui ont l'air d'avoir plus qu'eux. Et forcément, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, ont plus qu'eux. Je te suis sur YouTube depuis quelques années. Déjà, merci pour ce que tu fais. Ben, merci de me suivre depuis autant d'années, du coup. Et s'il y a des personnes qui souhaitent aller me suivre aussi sur cette plateforme-là, c'est le même pseudo qu'ici. Donc, c'est aussi une psy à la maison. Donc, je vous y invite si ça vous intéresse, parce que je fais des vidéos beaucoup plus longues qui peut-être iront plus en profondeur. Si c'est quelque chose que vous avez à travailler, ça pourrait vous intéresser et vous aider. C'est gratuit, si jamais. Narcissique ne veut pas dire absence d'empathie, de prise en compte de l'autre. Pervers, oui. Alors, narcissique veut dire centré sur soi, et donc quand on est extrêmement centré sur soi, on n'a pas forcément d'empathie pour l'autre, en fait. Quand il y a un trouble de personnalité, c'est extrêmement rigide, et donc c'est je ne pense qu'à moi, et tout ce que je fais, c'est en fonction de moi. Donc oui, là, il y a peu d'empathie pour l'autre. La seule empathie qu'on pourrait percevoir, c'est une fausse empathie où l'autre fait semblant de s'intéresser aux autres. Mais il ne s'intéresse aux autres que pour les manipuler, en fait, que si ça va dans leur sens. C'est ça le narcissisme. Et je parle du narcissisme pathologique, parce qu'on est tous narcissiques dans le sens, on pense tous un peu à nous, et c'est normal parce que, on doit penser à se nourrir à un certain moment, on doit penser à se réchauffer quand on a froid. C'est normal de penser un peu à soi de temps en temps, et ça c'est un narcissisme sain. Si on n'a pas du tout de respect de soi, ça poserait problème en fait. Donc quand le narcissisme est pathologique, c'est qu'il est extrêmement centré que sur soi, et surtout sur qu'est-ce que je peux tirer des autres. Les autres sont comme un outil en fait. Donc et c'est pour ça qu'on associe le terme pervers et narcissique. Il y a des personnes qui sont pas ok avec cette dénomination, parce que justement ça associe deux extrémités du trouble. Donc c'est pas juste le trouble narcissique, c'est une extrémité chez le pervers. Donc extrêmement centré sur soi, sur son image et sur ce que je renvoie aux autres. Ils sont vraiment obnubilés par ça. Plus la perversion du lien. Donc l'envie de détruire l'autre et le fait de prendre plaisir au fait de détruire l'autre. Et là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus pathologique. Je sais pas si tu vois les nuances. C'est parfois effectivement assez subtil. Et si elle ne veut jamais t'aider financièrement? Tu parles d'une perverse narcissique qui ne voudrait pas t'aider financièrement? C'est une autre façon de t'atteindre, de te mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, si une personne veut t'aider financièrement, méfie-toi aussi parce que ça te donne l'impression que t'es redevable. C'est une autre façon de te manipuler. Et de te dire aussi, tu sais pas faire par toi-même, t'es pas adulte, t'as vu, c'est encore moi qui dois payer ça. Et cette personne va se vanter à l'extérieur qu'elle fait autant de choses pour toi aussi. Donc parfois, il vaut mieux s'écarter et se dire, ok, je me débrouille toute seule, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, ça t'apprendra d'autres choses aussi. Le plus dur, 13 ans de relation, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Oui. Chez un pervers narcissique, donc dans une relation avec un pervers narcissique, il n'y a pas vraiment de relation, tout était faux. Et ils vont recommencer avec d'autres personnes. Et ce sera aussi faux ailleurs. Mais toi, tu peux trouver du vrai. Donc 13 ans, c'est normal que tu prennes du temps avant de te réparer. C'est long. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je fais le petit puzzle. Hop. Voilà, nous avons fait le puzzle. Ça fait plus ou moins 1 heure alors que nous sommes en live.
quand on en sort, on se demande comment on a pu sortir avec une personne pareille, c'est écœurant. Oui, comment? Parce que cette personne nous a utilisés, qu'on ne peut pas s'attendre à ça quand on n'a jamais connu ça, parce que c'est tellement le truc auquel on ne s'attend pas en fait. On s'attend pas à ce qu'une personne rentre en relation avec nous, s'intéresse à nous, mais pour nous faire du mal et du tort. C'est pas du tout la norme en fait. La plupart des gens ne sont pas comme ça. L'empathe est son ennemi, bah oui, forcément. Mais en même temps, il va utiliser son empathie, donc il peut manipuler quelqu'un parce que justement cette personne, elle est touchée par cette personne-là. Donc c'est-à-dire, tu te dis, oh, le pauvre, la pauvre, je vais l'aider. À certains moments, c'est parce que t'es empathe que tu vas faire ça. Ou tu vas excuser cette personne et son attitude en te disant qu'il faut pardonner, qu'il faut donner des nouvelles chances. Et ça aussi, c'est une forme d'empathie, mais elle est trop forte en fait par rapport à ce type de personne-là. Une fois que tu as compris qu'il faisait exprès de te faire mal, à répétition, il ou elle, toujours, Donc, à partir de ce moment où tu as compris que cette personne, elle le fait exprès pour te faire mal et que c'est ce qu'elle vise, normalement, tu te dis, bon, ça va se passer autrement maintenant. Donc, c'est normal de se sentir écœuré de ce que la personne t'a fait, mais c'est pas de ta faute, en fait, Merci beaucoup, mais de rien. Avec plaisir. Ils veulent à la fin qu'on disparaisse. Ils veulent qu'on disparaisse à la fin? Oui, d'une certaine façon, mais qui va te faire disparaître? Sauf si toi, t'es en train de te faire du mal à toi et que t'acceptes finalement leur vision des choses. Mais c'est pas gagné. En fait, c'est toi qui as la chance de pouvoir te voir autrement. Et si tu fais ça, ils perdent. Mytho, 13 ans de relation, le vrai, le faux, c'est dur. Ben oui, il n'y a plus que du faux. Quand c'est vraiment une personne qui a ce trouble, c'est que du faux. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu étais dans le faux. Faut arriver justement à reprendre ton rêve pour aller le réaliser ailleurs, justement parce que tu vas mériter vraiment de le réaliser ailleurs, avec 13 ans de souffrance, j'espère. Tu vas te les donner, tes rêves. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, de te réaliser pleinement et de te dire, bon, maintenant ça suffit, cette vie de merde, là, je la laisse de côté, j'en veux plus, je passe à autre chose et je me donne le meilleur. Je vais aller chercher le meilleur pour moi, c'est-à-dire des belles personnes. Ça aussi, il faut oser faire ça, c'est très important. Ils sont matérialistes, ils peuvent l'être très fort, oui. Parce qu'ils sont dans les apparences, donc il faut briller à l'extérieur, et pour ça, c'est vrai que l'argent va aider en fait. Mère narcissique qui ne respecte aucune limite et faire des crises à chaque non, comment stopper? Stopper la relation, tu veux dire, ou stopper qu'elle ne fasse plus de crise, parce que ça, c'est pas possible. Tu peux pas maîtriser l'autre, en fait. Ne cherche pas à la maîtriser. Tout ce que tu peux faire, c'est toi te réaliser. Concentre-toi sur toi, et pas sur elle. Le plus possible. Comment fait-il que certains PN arrivent malgré tout à se marier et à rester plusieurs années? Parce que la personne est sous emprise. Quand t'es sous emprise, tu ne vois plus ce dans quoi t'es en fait. Et tu continues, parce que t'as donné beaucoup d'énergie à ça et tu peux penser que c'est une vraie relation justement. C'est compliqué de comprendre que c'est pas une vraie relation. Compliqué de comprendre que l'autre te veut à ce point du tort et du mal. C'est vraiment compliqué. Et souvent, les personnes qui restent longtemps sont aussi des personnes qui sont restées dans des relations toxiques dans le passé, qui ont des familles dysfonctionnelles. Et donc, du coup, ça va te sembler plus normal. Tu vas souffrir, mais t'as l'impression que c'est quelque chose de tellement familier que tu ne te rebelles pas contre ça et que donc tu vas rester. Mais ça veut pas dire qu'un jour la personne ne partira pas. Bravo pour ta présence sur le web, je te suis depuis 5 ans. Et génial, merci de me suivre depuis autant de temps, Chantal. Super, dis donc. Eh ben, c'est comme si on était des vieux amis, 5 ans, c'est quelque chose. Et si elle n'aime que les animaux et les plantes, car l'humain est méchant? Généralement, c'est pas ce profil qui aime juste les animaux et les plantes. Merci pour le cœur sur toi, je suppose que c'est ça. Merci pour le cadeau. J'ai pas ton prénom. Je vais chercher le prénom. Madi, je pense. Merci beaucoup. J'ai un examen oral mercredi, mais je n'arrive pas à réviser. Je me sens paralysée. Que faire? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te paralyse? Peut-être qu'il y a des choses contraires au fond de toi.
Essaye de te dire, je vais tout donner, ça va être la chance de ma vie, on va voir ce que je vaux réellement. Est-ce que c'est le prof qui te fait peur? Est-ce que c'est l'examen en tant que tel, la matière? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou pas? Essaye de trouver quelque chose de plaisant et de te mettre déjà dans l'état d'esprit comme si tu étais en train de passer l'examen et de le réussir. Ton esprit, il va exécuter ce que tu vas lui donner. Et ça, je te donne une technique, c'est de l'hypnose en fait. Donc, en réalité, tu vas plus facilement réussir quelque part, que ce soit un examen oral ou plus tard autre chose, si dans ton esprit, tu acceptes que c'est possible pour toi de réussir. Dis-toi, je vais bien étudier. Mercredi, ça va, t'as encore un peu de temps, tu vois. Donc peut-être que justement, t'es pas assez près de l'examen. Peut-être que justement, ça te demande que 2 ou 3 jours maxi de réviser ça, et en fait, t'as encore largement le temps. Et donc du coup, ton esprit se dit, bah cool en fait, j'ai pas encore le stress qui est lié à l'examen. Donc essaye de commencer petit et de te dire, ok, ce que j'aurais vu maintenant, bah c'est déjà fait, c'est cool. Même ne fût-ce que lire, ce que tu peux faire aussi, c'est t'enregistrer. Tu enregistres ta voix, tu enregistres ton cours et tu écoutes ça le soir. Et tu vas voir que ton cerveau, il va retenir des parties d'office, sans vraiment d'effort. C'est un peu inconscient, mais tu vois, ce sont des techniques qui te permettent déjà de stocker une partie de l'info, même si tu as l'impression de rien faire. Et certainement, je pense que ça doit être dû à du stress. Donc essaye de respirer profondément, fais du sport, arrête d'étudier et de t'acharner à étudier, change-toi les idées, fais complètement autre chose, va te promener, oxygène ton cerveau. En fait, c'est ça. Quand tu vas dans les bois ou en bord de mer, en bord d'eau, je sais pas où tu es, va un petit peu dans la nature si tu as de la nature près de chez toi. Prends le temps de respirer à fond et ton cerveau va être beaucoup plus préparé à recevoir des infos parce que il y a de l'oxygène dedans. Donc, en fait, c'est important aussi que ton corps bouge aussi. Si t'es tout le temps statique, que tu t'obliges et que tu te forces, eh ben peut-être c'est ça qui ne va pas. Donc coupe un peu, fais autre chose, va courir si t'aimes ça, fais un truc qui te plaît, déstresse, et puis tu vas voir ce qui se passe. J'espère que ça t'aidera. Moi, 5 ans, c'est compliqué de s'en sortir, j'ai de la colère contre lui, c'est normal. Tu dois accepter ta colère et te dire ta colère elle est normale. Elle te montre quelque chose. Les émotions elles sont en train de te dire des choses qui sont super importantes pour toi. Tes besoins n'ont pas été respectés. Cette personne a dépassé des limites. Et c'est pour ça que t'es en colère. Et donc, tout le monde est en colère après une relation avec un pervers narcissique et une relation toxique. C'est normal. Merci pour vos conseils, mais de rien. Je regardais vos vidéos sur YouTube sur les PN. Ok, merci Tax Pirouette, bienvenue. Et merci d'être toujours là du coup. Bonsoir, très intéressant. Merci. J'ai vécu avec un PN une fois dans son emprise. J'avais plus droit à plein de choses. M'a humilié. Bah oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est à toi de te donner justement tous les droits maintenant. Tant que t'es respectueux avec toi et avec les autres, c'est ok bien sûr. Mais donne-toi le maximum maintenant. Maintenant t'es libéré de ça, donne-toi le maximum. C'est une façon aussi de se réparer que de se dire « Ouais, je suis libre, ça y est, enfin !» On a tous de tout en nous, mais tout est à certains degrés. Alors là, la perversion, tu l'as un tout petit peu, parce que quand tu rentres en relation, à mon avis, c'est généralement pour vraiment partager avec les autres. Donc oui, si tu veux, on a tout en nous, mais c'est plutôt faux, en fait. Quand tu vois quelqu'un qui torture des gens et qui adore ça... c'est pas vraiment le même niveau. Quand tu vois quelqu'un qui systématiquement sabote toutes ses relations et fait du tort aux autres, c'est pas vraiment ce que tu fais d'habitude. Tu dis oui, moi parfois il y a un jour je me suis mis en colère parce que cette personne elle m'avait fait un truc. Donc c'est vrai parfois je peux avoir des comportements un peu narcissiques, je peux vouloir avoir raison à un certain moment ou je peux vouloir faire du tort aux autres. Oui, ça nous est tous arrivé un jour, mais c'est tout petit quand même par rapport à eux, tu vois. Donc attention avec cette idée que tout le monde a tout en nous et qu'on serait tous les mêmes, c'est faux. C'est absolument faux. Et d'un point de vue psychologique, donc autrement dit au niveau de notre fonctionnement, on peut être très différent en fait. Retiens ça. Parfois c'est tellement insidieux qu'on se demande si on n'est pas parano. Tu as raison. Et c'est normal de devenir un petit peu plus parano après ça, quand tu te rends compte de ce que tu as vécu, parce que tu te dis, mince, j'ai quand même frôlé le pire. Donc maintenant j'ai peur en fait. Parfois on a peur après coup, ou on se méfie des autres personnes à l'excès parce qu'on a peur de retomber là-dessus.
Et c'est une étape normale du deuil aussi, qui arrive après les pervers narcissiques généralement, ou juste à la fin quand on va se libérer. Est-ce qu'un PN aime les animaux? Un PN n'aime pas, déjà, ils savent pas aimer. Donc les animaux non plus, ils peuvent les maltraiter, mais ils peuvent aussi faire tout. Par exemple, choyer votre animal, alors que vous n'avez aucune attention. Et c'est juste pour vous ennuyer. Pour vous faire croire que cette personne est une belle personne, ils vont utiliser aussi les animaux pour ça. Les enfants sont tombés dans le piège du PN et le transmettre à la 3e génération, que faire? Alors tu ne sais pas agir sur les autres, tu peux juste être un lanceur d'alerte et leur donner des infos là-dessus, pour qu'ils réalisent par eux-mêmes. Tu peux aussi leur donner plus confiance en eux. Donc il faudrait que je connaisse vraiment ta situation pour te donner d'autres conseils en fait. Est-ce qu'une personne PN peut faire des dépressions? C'est possible, mais c'est très très rare. En fait, justement, pour ne pas être en dépression, ils sont comme ça. Donc pour ne pas tomber en dépression, se remettre en question, se sentir nul, ils veulent toujours avoir un ego démesuré où ils se sentent supérieurs et grands, en manipulant les autres, en leur faisant du mal, mais en ayant quelque chose pour eux. Donc, mais c'est possible aussi qu'ils prennent des antidépresseurs, oui, tout à fait, il y a certains PN qui en prennent. Mais généralement, c'est plus pour se distancier d'eux-mêmes, pour manipuler plus facilement encore, pour être plus détachés encore de leur vie et des conséquences éventuelles de leur peur. En fait, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leur image. Alors effectivement, ils peuvent avoir recours aux antidépresseurs, mais aussi à d'autres choses, à des consommations excessives, voilà, d'un mot qu'on ne peut pas prononcer ici, de tout ce qui est mauvais pour la santé aussi. Tu vois ce que je veux dire. Je vais reprendre vos messages parce que j'ai sauté une partie, je pense. Donc si j'ai pas répondu à nouveau, mettez en commentaire, remettez le message. J'essaye de faire ce que je peux et ne le prenez surtout pas contre vous parce que c'est pas contre vous. Je fais juste au fur et à mesure. Enfin, j'essaye, mais je fais ce que je peux et c'est pas forcément nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on s'en veut après d'avoir été aussi naïf, d'avoir laissé recommencer plusieurs fois. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu en déduis? Ça veut dire que tu n'es pas assez cool avec toi. Tu n'es pas assez bienveillante avec toi. Et donc, en fait, c'est pas grave d'avoir été naïf. Ça arrive à plein de monde. Donc, est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes qui ont été un jour victimes de ça sont toutes bêtes, sont toutes, naïves, mais à l'excès? Ou au contraire, c'était juste des personnes qui s'attendaient à vivre autre chose? Tu ne peux pas prévoir ce genre de choses en fait. Tu peux pas te reprocher ce type de choses. C'est un piège dans lequel t'es tombé parce que eux, ça fait depuis l'enfance, depuis toujours en fait, qu'ils recommencent à servir ce piège-là. Donc c'est normal, quelque part, que tu sois tombé dedans parce que tu pouvais pas t'attendre à ça. Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Que tu es un être humain normal. Que en fait, toi, tu es particulièrement peut-être même humaine et que tu ne te serais jamais autorisé à manipuler quelqu'un et surtout pas à ce point-là. Donc voilà, nous sommes tous des gros naïfs, parce qu'un jour ou l'autre, on a tous eu ce cas de figure, moi aussi, j'ai été en couple avec un PN, 9 mois, le temps d'accoucher, mais voilà, donc ça m'est arrivé aussi, il y a longtemps maintenant, mais voilà, c'est pas... On a tous été des naïfs, c'est pas grave. Comme je le disais tantôt, l'important, et je sais pas si t'étais là à ce moment-là, peut-être pas, l'important c'est d'accepter qu'on soit pas parfait. Et en fait, qu'on n'a pas besoin de l'être. Et que la responsabilité de tout ça, elle ne te revient pas à toi. Parce que c'est pas toi qui as tendu un piège, c'est pas toi qui es quelqu'un qui fonctionne pas correctement. Donc en fait, la seule responsabilité que tu peux avoir, c'est une toute petite partie. Donc ne prends pas toute la responsabilité, surtout pas. Parce que c'est eux qui t'ont entraîné à prendre toute la responsabilité, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Tu sais bien, hein, c'est toi qui es responsable, c'est l'autre qui est mauvais. De leur point de vue, c'est que ça. Eux, ils n'ont jamais rien fait, c'est toujours l'autre. Eux, ils sont que victimes. C'est toi qui aurais dû faire ceci, ça. Donc arrête avec ça, s'il te plaît. Tu marches dans leur jeu, en fait, en pensant ça. J'espère que ça t'aide. Mon PN allait aussi chercher ses proies chez les hommes. Qu'en penses-tu? Eh ben ça, c'est extrêmement représentatif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment
Ils cherchent pas une personne de tel ou tel âge, comme nous on ferait en amour par exemple. En amour, tu te dis, bah moi, je vais chercher plutôt un homme ou plutôt une femme, ou peut-être que j'aime les deux, mais tu sais déjà. T'as déjà une idée de quel type de personne tu voudrais, et quel type de caractère, même parfois quel type de physique. On a des critères, en fait. La différence, eux, c'est qu'ils n'ont pas de critères. Leur critère, c'est celui qui est exploitable, ou celle qui est exploitable. Tant que je peux rentrer dans sa vie, eh ben c'est ok. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est anormal, qui montre qu'il y a un dysfonctionnement. Et ça peut être quelqu'un de très âgé ou de très jeune. Ils n'ont pas de limite à ce niveau-là. Ça peut être extrêmement choquant aussi. Hein. Merci beaucoup pour vos précieuses analyses, mais de rien. J'espère que je suis claire, j'en sais rien, mais j'essaye de l'être en tout cas. Peux-tu nous expliquer le schéma des proies du PN ? Proie principale préférée. Alors, généralement, il préfère une personne qui est très sensible, une personne qui va avoir beaucoup d'émotions, qui croit en l'amour ou en l'amitié ou en son travail, qui désire fortement quelque chose et qui fera beaucoup de choses pour l'atteindre. Donc, quelqu'un qui est plutôt perfectionniste, finalement. Quelqu'un aussi qui considère que s'il y a quelque chose qui va pas, qui aura tendance à considérer que c'est facilement de sa faute. Donc, quelqu'un qui se remet plus facilement en question, qui veut vraiment faire des efforts pour que ça fonctionne. Et aussi, c'est quelqu'un qui est nourricier. Alors, c'est quoi quelqu'un de nourricier ? C'est quelqu'un qui a des qualités, justement. C'est pas du tout quelqu'un qui se laisserait faire habituellement. En fait, c'est quelqu'un qui est généralement dans une joie de vivre, parce que ça sert à rien d'enlever la joie de vivre à quelqu'un qui l'a déjà pas. Donc, généralement, ils prennent des personnes extrêmement vivantes, contrairement à ce qu'on pense. Ça peut être aussi quelqu'un qui va être quelqu'un de productif, qui travaille très bien, qui sait faire les choses à la place de certaines personnes. Il y a des pervers narcissiques qui vont prendre une proie pour arriver à postuler à un endroit, pour justement faire un travail par une autre personne. Ça peut être par un autre élève. Et c'est comme ça qu'ils peuvent accéder parfois à certains diplômes ou garder leur place au boulot parce qu'ils font travailler quelqu'un à leur place. Donc il faut que ces personnes aient des qualités et qu'on puisse voler ces qualités en fait. Donc voilà un petit peu la personne qu'ils vont prendre. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de relations et des bonnes relations. Donc par cette personne, ils vont rentrer dans un cercle social. Ça peut être une personne qui a de l'argent et qui est généreux. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants et donc c'est facile parce qu'on peut en plus manipuler les enfants. Ça peut être justement quelqu'un qui va les promouvoir à un poste où ils auront une certaine puissance, comme malheureusement les éducateurs, comme ça peut être en politique, ça peut être ça peut être des avocats, enfin vous voyez, pour avoir une puissance sur les autres. Et généralement ils sont pas du tout efficaces dans leur travail. Hein. Alors, suite à une TS, les psychologues, les psychiatres m'ont dit ça venait de lui. Oui, certainement. Ton mal-être vient de lui. Oui, certainement. Il te pousse idéalement, à te faire du tort à toi à l'extrême. Donc oui, ça peut venir d'une fréquentation qui est vraiment mauvaise. Et d'où l'importance de repérer ces personnes-là et de les sortir de votre vie. Hein. Le plus vite possible. Hein. Ce sera toujours le mieux. Et je suis sûre qu'il va me relancer par le biais du boulot. Il veut me faire la bise quand il me voit. Bien sûr, il va essayer d'être ton copain, il va essayer de t'amadouer. Et il voit que ça ne fonctionne pas, il va essayer autre chose, comme t'intimider. Si ça ne fonctionne pas, il va essayer autrement. Enfin, il va essayer de faire courir des bruits sur toi, de te faire peur. Ça peut être de plein de façons possibles. Mais il va chercher un truc pour, à nouveau, t'impacter, en fait. Et donc, c'est pour ça que tu dois absolument tenir le coup. Oui, donc une fois il va t'ignorer, le lendemain il va être là, et oui, tu sais jamais sur quel pied danser, c'est typique aussi. Merci pour le cœur sur toi, merci pour le cadeau. Est-ce qu'un frère et une sœur peuvent être PN ? Oui, bien sûr, on peut en trouver dans tous les milieux, hein. Donc dans la famille, dans le monde du travail, dans le voisinage, dans les amis, enfin voilà, un peu partout. Merci beaucoup, mais de rien. Il y a eu plein de copines, échange tout le temps. Je suis éloignée à 500 km. Merci Nour pour les cadeaux. Merci beaucoup. Il a eu plein de copines. Merci beaucoup. Il a eu plein de copines, échange tout le temps. Je suis éloignée à 500 km pour ne plus le voir. T'as raison. C'est bien de couper les ponts quand vous pouvez. Faites-le. Mais je sais que c'est pas toujours possible.
quelle est cette toute petite responsabilité qu'on peut avoir quand on relationne avec un PN. Le fait de te laisser faire, de ne pas croire en toi, de les croire eux plutôt que toi, d'avoir plus tendance à écouter une autre personne que ce que tu penses toi de toi, ou ce que tu penses toi de la situation et ce qui te conviendrait. La responsabilité de ne pas avoir choisi suffisamment une personne qui te convienne, de peut-être pas avoir osé, peut-être que tu as cette idée qu'on doit se faire choisir par quelqu'un d'autre et que c'est mieux comme ça. Ben, voilà ta responsabilité. Tu vois bien qu'elle est petite, hein, elle est pas énorme. Hein. Peut-être la responsabilité d'avoir pris trop de responsabilités. Ouais. C'est contre-intuitif, hein, mais c'est tout à fait normal. Merci Nour pour le petit fantôme. Les petits fantômes. Merci beaucoup. Les 3 petits fantômes. Merci beaucoup. Il y a un petit chat qui vient nous dire bonjour. Merci beaucoup Nour, merci beaucoup. Oh, un petit chat qui dit bonjour. Il sent la croquette, hein? Tu sens la croquette. Croquette de chat. De rien pour les réponses, c'est normal. J'arrive à m'extraire, mais c'est lourd. Oui, je sais, hein. Surtout tous les jours comme ça. Hein. C'est le week-end, tu vas pouvoir te reposer. J'espère que tu travailles pas le week-end. Prends un petit peu de temps pour toi. Bonsoir aux personnes qui arrivent. Bonsoir Gianni. Je suis un petit peu en retard dans les commentaires. J'essaye de voir ça au fur et à mesure. Donc désolé, il faut un peu être patient. Il essaye de me trouver par ses copines sur les réseaux, mais je bloque. Tu as raison. Et ça, c'est typique aussi. Ils vont vous envoyer ce qu'on appelle des singes volants. Ce sont des personnes qui vont venir chez vous, donc sur vos réseaux, ou par téléphone, ou enfin toutes les façons possibles. Ça peut être physiquement aussi, pour trouver un moyen de récolter des infos sur vous. Et pour aussi vous communiquer certaines choses sur eux. Pour vous perturber émotionnellement. Donc il faut bloquer ces personnes-là qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés souvent. Ou qui vont vous dire « Oh mais pourquoi tu n'es plus avec cette personne-là? C'était quand même une belle personne. » Enfin, vous voyez ce genre de choses. N'écoutez pas ça. Donc voilà. Et effectivement, ça aussi c'est fatigant. Je fais de la musique à côté et j'ai des amis très investis. Il n'a pas réussi à m'empêcher. Génial. Tu as raison d'exploiter d'autres milieux, de te changer les idées. Vraiment, c'est important. Personnellement, j'avais le projet de cabaret. La dame PN est restée 5 ans dans ma société. Par contre, le milieu et le monter avant moi. Ah, elle a monté le truc avant toi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, bah tu vois, ils sont vraiment... c'est des chiens. Faut éjecter ça si vous travaillez avec. Et si vous êtes patron, ne gardez pas ça dans votre société. C'est une gangrène assurée, vraiment. Hein. Donc il faut jeter ces personnes-là, ils ne vous apportent que du lourd. Et en plus, ils créent des blocages chez les autres. Donc les personnes qui travaillent bien pour vous, travailleront moins bien. Donc si vous avez des problèmes en affaires, repérez les personnes toxiques. Ça peut être une façon de libérer les personnes. Essayez aussi d'avoir une petite boîte comme ça, où chaque employé peut dire ce qui dysfonctionne. Et peut-être qu'il y en a un qui va dire « Ah, j'arrive pas à travailler avec cette personne, elle est insupportable. » Et comme ça, vous repérez la personne qui est narcissique. Comment repérer un PN? J'en ai parlé beaucoup. Donc c'est vraiment, ils jouent du chaud, du froid. Ils vont arriver dans votre vie de façon très rentre dedans, généralement. Hein. Ils ne respectent pas ce que vous voulez ou pas. Ils vont prétendre vous aider, voire vous sauver complètement, prétendre que vous ne savez pas faire tout seul ou que personne d'autre ne voudra de vous. Ça, c'est aussi un grand classique. Et surtout, ils vont se moquer beaucoup de vous, derrière votre dos, faire des histoires dans votre dos. Vous allez sentir une lourdeur avec eux. Pour résumer, en gros. Trouver des excuses, est-ce pareil qu'un PN qui met la faute sur l'autre? Alors, se trouver des excuses, est-ce pareil qu'un PN? Non, pas vraiment. Non, pas forcément. Il drague ouvertement d'autres collègues devant moi. Bah oui, pour t'ennuyer. Et aussi pour essayer de collaborer avec les autres. Hein, mais il faut effectivement ignorer et continuer comme tu fais déjà. Alors, j'ai beaucoup de colère en moi après la rupture et des fois je me dis comment les atteindre. Oui, tu veux quelque part te venger ou plus exactement, aller dans quelque chose qui soit plus juste. C'est peut-être plus rétablir un équilibre.
honnêtement, ce qui va les ennuyer le plus, c'est que tu t'épanouisses toi. Sois heureux. Et tu vas voir que là, ça va les énerver beaucoup. Fais ta vie, avance, essaye de profiter de tous les moments qui sont des bons moments pour toi, et épanouis-toi vraiment. C'est une vengeance qui semble ne pas être une vengeance, mais je t'assure que pour eux, c'est terrible. Et si tu veux vraiment te venger pour les atteindre, brise leur image. Fais en sorte que les personnes voient leur vraie nature. Parce que là, ils ne pourront plus manipuler les autres, et ça va être compliqué pour eux. Ils vont généralement partir très loin. 1 an de séparation, nos contacts, il m'a tellement détruite. Phase 2 financière. Ok. Ouais. Parfois pas facile. Ils ont conscience de leur comportement ou pas du tout. Oui. Ils savent. Ils vont vous dire avant, je vais te détruire, t'es prêt? Et parfois, certains, ils sortent ça. Donc ils savent clairement ce qu'ils font. Seuls les enfants de PN se marient avec des PN, non, des personnes qui viennent de familles dysfonctionnelles. Ça peut être autre chose comme trouble de personnalité. Par exemple, si votre parent était alcoolique, vous avez pris beaucoup la famille, c'est vous qui avez géré enfant des choses que vous n'auriez pas dû gérer, vous avez été négligé d'une façon ou d'une autre, ça peut être parce que le parent souffrait d'un trouble de personnalité ou un trouble psychiatrique parfois. Donc oui, ça peut. Donc c'est vraiment une famille dysfonctionnelle et vous êtes habitué plus facilement à ça. Malgré tout, on peut tous être tombés sur un manipulateur, le truc c'est de les détecter rapidement, le plus rapidement étant le mieux. Oui, je chante demain, j'ai un cours de chant. Génial. Pourquoi un narcissique n'aime pas les changements, plan à la dernière minute? Parce qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ils ne peuvent pas t'imposer quelque chose, c'est toi qui prends le devant. Et là, ils détestent. Merci Madi pour le fantôme. Merci Madi pour le deuxième fantôme. Merci beaucoup. C'est mieux, un jour il m'a insulté croyant que j'allais pleurer. Oui, vous parlez entre vous, ok, j'ai pas compris le tout. Merci pour la rose, Chanel. La différence entre un PN et un évitant. L'évitant, c'est quelqu'un qui va, parce qu'il ne se sent pas à l'aise et pas à la hauteur, t'éviter et éviter la relation. Alors ça peut être très souffrant parce que tu n'as pas quelqu'un qui est présent dans la relation. Et généralement, quand tu veux être en relation avec quelqu'un, tu veux quelqu'un qui soit dans la relation. Et comme justement tu vas être impliqué là-dedans, mais tu vas être tout le temps frustré. Donc ça fait mal, c'est toxique également. Donc les deux sont toxiques. Mais le pervers narcissique l'est beaucoup plus, parce qu'il cherche à te détruire. Quand je dis le, ça peut être là. C'est fini, je ne l'écouterai ni lui parlerai de ma vie. T'as bien raison. Il mettait des publications sur Facebook d'amour à son nouveau copain alors que je voyais tout. Bah oui, il joue en fait là. Il joue des apparences, c'est du faux. J'ai fait GPA avec la dite personne. Donc t'as été au tribunal, si je comprends bien, parce que moi je suis belge, donc j'ai pas forcément tout... Enfin, on n'a pas forcément les mêmes termes. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Des gros manipulateurs, oui, bien sûr. Je me sens tellement sale après avoir fait l'amour avec lui en sachant qu'il l'est maintenant. Oui, sauf que c'est pas... Enfin, je comprends ce que tu ressens. D'une part, c'est important d'accueillir ce que tu ressens, mais ce n'est pas toi le responsable de ça. C'est ça qui est important. C'est dire, ok, je pouvais pas savoir, donc pardonne-toi. C'est important. Est-ce que le PN peut avoir le syndrome du sauveur? Il va faire semblant de te sauver, mais il ne te sauvera pas, il ne t'aidera pas vraiment. Le syndrome du sauveur, c'est vraiment essayer de sauver l'autre, sincèrement. Donc c'est pas vraiment le syndrome du sauveur, c'est faire semblant. Ils se permettent tout, oui. Ils ont pas de limite. Et c'est ça le problème. J'ai commencé le sport en espérant que ça m'aiderait, car je suis passée par toutes sortes de souffrances, je suppose que tu veux dire. Ça aidera au niveau de la gestion du stress. Ça peut être une bonne chose. Les gens savent... J'ai une chatouille sur le nez. J'arrive. Les gens savent qu'il est dictateur et tyran, mais personne n'est dit au boulot, c'est dingue, parce que peut-être qu'ils ont peur de lui et des conséquences qu'ils pourraient avoir aussi. Ils ont peur d'être manipulés, ils ont peur de perdre leur travail, ils veulent pas faire de vagues, ce qui est souvent le cas de pas mal de personnes. Et souvent, du coup, c'est pour ça qu'on les laisse faire, malheureusement. Je ne dis pas que c'est cool, bien sûr. À quel moment un PN disparaît? Bon, généralement,
ça se décompose à un moment donné. Enfin, pardon, quand on le met dans la terre comme tout le monde, à un moment donné. Bon, pardon, j'ai pas pu m'empêcher, pardon. Ils disparaissent, en fait, ils sortent de ta vie à partir du moment où ils ont suffisamment peur de toi parce qu'ils savent que tu vas te défendre suffisamment bien et que ça va être extrêmement frustrant de voir qu'ils ont perdu leur pouvoir à jamais. Et c'est ça qui est frustrant pour eux et qui fait qu'ils se mettent à distance. Ils peuvent aussi avoir peur de perdre leur image. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles ils vont s'éloigner et disparaître. Ou alors ça peut être aussi parce qu'ils ont trouvé une autre proie qui leur prend tout leur temps. Et donc, autrement dit, c'est parce qu'ils ont trouvé d'autres victimes. C'est possible aussi. Quand c'est nous qui proposons de faire quelque chose, ils n'aiment pas. Ben non, parce qu'ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent avoir main mise sur ce qui va se passer ou pas. Donc, ils n'aiment pas trop. Ce qui est pas normal, hein. Parce qu'une personne justement saine, quand tu proposes un truc, elle va dire « Ouais, cool, on a changé de plan, mais moi, ça me motive quand même. » Tu vois, bah, sauf si c'est une personne un peu stressée. Il y a des autistes qui sont un peu stressés avec ça, mais ça, c'est différent. Mais par contre, une personne qui veut que tu t'épanouisses va t'emmener vers des choses qui sont chouettes pour toi. Merci beaucoup, mais de rien. Après relation PN, recul, rien n'est gratuit pour le PN. Ben, ils pensent que tout est dû, hein, c'est ça le problème, mais non, effectivement, il faut rien leur donner, c'est pas gratuit. J'ai fait une gestation pour autrui. Ah oui, génial. Ah bah ça te met dans une situation particulière, toi. Ça doit pas être facile. Coucou Catherine, mon fils a 3 ans et demi, depuis qu'il va chez son père, ses comportements m'inquiètent. Ah oui, bah oui justement, c'est le problème effectivement. Il faut renforcer son estime de lui-même et surtout parler avec lui de ce qui est normal et ce qui n'est pas. À 3 ans et demi, encore moyen, hein, mais il faut faire attention effectivement parce que c'est la naissance de l'ego, de façon générale, du narcissisme de l'enfant. Alors c'est normal hein, pour un enfant, mais en fait, ils vont tout faire pour que l'enfant devienne comme eux. Donc oui, il faut quand même protéger ton enfant, parler avec. Il faut que toi, tu sois très stable pour montrer qu'il existe d'autres façons de fonctionner à ton fils, en fait. Est-ce qu'un PN est forcément bien perçu par les autres ? Pas toujours, mais généralement, ils arrivent quand même à se faire passer pour des belles personnes par rapport à l'extérieur. Parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie à ça. Donc, mais parfois non. Parfois, effectivement, ils consomment et alors ça se voit et enfin ils perdent maîtrise de leurs émotions et donc bah ça se sait et parfois non quoi. Parfois ils perdent leur image quand même. Au début, on est sa reine. Le jour où il nous a sous son emprise, on est son souffre-douleur. C'est exactement ça. J'ai fait gestation pour autrui avec don d'ovocytes, avec mon mari, avec cette femme PN en Espagne. Bon, purée. Mais à mon avis, enfin, j'essaie de comprendre la situation, mais à mon avis, alors du coup, bah elle a plus rien à dire, si. Quand on commence à leur tenir tête. Et elle nous a fait chanter avec notre bébé pour récupérer des droits sur lui. Ah, mais si c'est votre bébé, elle n'a aucun droit. Hein. Enfin, il me semble. Je ne connais pas ton pays et donc le droit correspond à chaque pays, évidemment, mais... Non, ne laisse pas faire des choses comme ça. Mais ça m'étonne pas, hein, de la part d'un pervers narcissique, d'une femme perverse narcissique, elle va toujours chercher à avoir main mise sur les autres et sur encore plus sur un bébé, évidemment. Parce que les bébés, ils sont hyper manipulables. Hein. Ça fait 8 mois et depuis ses comportements s'empirent, il se réveille tout pour me joindre. Il se réveille toutes les nuits, je suppose, pour me rejoindre. Oui, mais alors là, ça veut dire qu'il a des angoisses. Ça, c'est pas forcément quelque chose... ça veut pas dire que lui est en train de manipuler. Au contraire, c'est... il se sent agressé, attaqué et en insécurité. C'est plus ça qui se passe. Donc, dans tous les cas, ça veut dire qu'il est sain, en fait. C'est plutôt bon signe. Même si les angoisses, il faut effectivement lui donner des ressources pour les gérer, etc. Peut-être le faire suivre par un thérapeute à ce moment-là pour qu'il puisse dessiner ses angoisses, parce qu'un enfant ne va pas s'exprimer avec des mots, mais plutôt symboliquement, en jouant, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui, en jouant, vont arriver à gérer leurs angoisses, en fait. Donc tu dois reproduire avec les jouets ou en lui demandant d'expliquer une histoire, mais à mon avis, il est un peu petit pour ça, ou lui faire colorier des choses pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et s'il y a des choses graves, n'hésite pas à...
à faire intervenir la justice pour protection d'enfants. Rédemption, ça va? Tu vas bien? Parce que ce que t'écris, c'est un peu... Hein, crois au Seigneur Jésus-Christ de la Bible et tu seras sauvé. Déjà, on ne dit pas à une personne tu dois avoir telle religion ou telle religion. Ça se fait pas trop. Hein. Le seul moyen pour toi d'éviter l'enfer, ben non en fait. Donc il faudra que tu arrêtes d'écrire des choses comme ça. Je pense pas que... Si tu crois à ce que tu dis, je pense que tu n'auras pas l'âme pure et que c'est peut-être toi qui iras en enfer, mon grand. Donc faudra arrêter tes bêtises. Respecte les gens plutôt, ce sera mieux. Hein, on va faire comme ça. Ça fait 2 semaines à l'école, il n'écoute rien, mort depuis quelques semaines. Ah oui, il se défend par l'agressivité, il y a quelque chose qui le travaille, de toute façon il faut sortir ça. Donc demande à un thérapeute de le prendre en consultation et de le prendre en présentiel, donc dans le cabinet autrement dit. Et à mon avis, elle va le faire dessiner et pour sortir les émotions. Il y a des choses qui sont restées bloquées. Et donc il est en train de vivre quelque chose de pas très sympathique effectivement. On propose une activité par la suite, il dit qu'on ne propose rien. Oui, bah, ils sont contradictoires effectivement. Un PN peut-il détruire quelqu'un avec un style d'attachement, personnalité évitante, ou c'est compliqué? Un PN est un PN, une personne qui a un trouble de personnalité évitante est une personne qui a un trouble de personnalité évitante. C'est pas la même chose en fait, c'est 2 choses différentes, donc il faut choisir à un moment donné. Oh my god, le meilleur live du monde, c'est gentil. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur, hein. Il y a d'autres personnes qui font des très bons lives en fait. Ça a été le parcours du combattant en France pour avoir gain de cause. Ah oui, oui. Ben oui, c'est ça. Mais tu as raison, hein. Va jusqu'au bout, défends-toi et protège ton enfant. Franchement, il n'y a pas de meilleur combat. En tout cas, je te souhaite le meilleur. L'amour d'un surdoué est-il intemporel? Ça risque... Oui, c'est vrai, on a du mal à se détacher. Et généralement, quand on aime vraiment, on aime toujours. Ça, c'est vrai. Elle m'a trompée, elle est partie, revenue, elle invente des grossesses, invente une agression. Oui, c'est pas très sain tout ça, effectivement. Il vaut mieux s'éloigner. Alors, je sais pas si c'est vraiment une perverse narcissique parce que les borderline font ça aussi. Ça se ressent parfois par certains côtés. Dans tous les cas, c'est effectivement pas respectueux pour toi. Donc, prends ton envol, je dirais. Elle a été victime de son père, oui. Donc, ça ressemble plus à une borderline, en fait. Ils veulent tout contrôler. Oui, les pervers narcissiques veulent tout contrôler. Les PN ont une sexualité très particulière. Parfois, ils ont des sexualités très particulières de domination, de jeu, de soumission, d'humiliation de l'autre, de non-respect aussi, puisqu'il n'y a pas de relation. En fait, pour avoir des relations sexuelles saines, il faudrait déjà qu'il y ait des relations saines tout court, de respect de l'autre, etc. Et c'est pas ce qu'on voit avec eux. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas normales. Mais ça peut être aussi quelque chose de classique finalement. Ça dépend un peu des pervers narcissiques. Merci de nous prévenir, mais de rien. Je suis choquée de tous les mensonges en 3 ans. Bah oui. Oui, non, mais c'est effectivement, t'as raison. Quelqu'un qui ment ne peut pas être une bonne personne et tu peux pas fonder un couple ou une famille là-dessus. Ça, c'est pas possible. C'est trop incertain et c'est pas assez stable. Comment combattre l'alcoolisme? Ah, bah, il y a des traitements pour ça, il faut se faire suivre. Il y a vraiment des centres qui gèrent tout ça. C'est mieux d'avoir un parrain qui justement est aussi une personne de secours, de se faire encadrer par un groupe. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour ce type de problème. Et surtout, il faut aller rechercher les problèmes qu'il y a derrière. Ça cache autre chose en fait. Donc il y a tout un travail à faire, ça peut être de longue haleine. Mais il faut pas hésiter à faire ce travail, ça vaut vraiment la peine. Bonsoir et merci, c'est très intéressant. De rien, Rachel. J'ai pas entendu ta réponse. Ah, malheureusement, je sais pas à quelle question, parce que j'ai répondu à tellement de choses que je suis désolée. Je sais pas. C'est trop vague pour moi. Une psy m'a dit que les comportements de mon fils sont normaux alors qu'il y a beaucoup de choses. Mais oui, mais peut-être que depuis, ça n'est plus le cas. Donc, va voir une autre psy. Et va voir une personne qui est spécialisée pour les enfants.
Donc c'est très important. S'il y a un professionnel qui ne vous convient pas, vous changez. Quand vous allez voir un médecin et que ça ne se passe pas bien, que vous n'avez pas une, je sais pas moi, que vous ne vous entendez pas, enfin je sais pas, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas le bon médecin pour vous, vous changez. Quand vous allez voir un dentiste et que vous sentez que vous n'avez pas confiance ou quoi, ou que cette personne pratique pas comme vous souhaitez, vous changez. Bah faites pareil pour les psys, il y a pas de raison, hein. Vous avez le droit de choisir. Donc il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui ont certaines particularités, donc n'hésitez pas, quand quelque chose ne va pas, ne laissez pas, juste ne restez pas comme ça en fait. Ne prenez pas juste un avis, vous devriez vous faire opérer pour quelque chose de super important, vous prendriez plusieurs avis et vous iriez voir plusieurs spécialistes. Pourquoi ne faites-vous pas ça pour la psycho, tout simplement? Allez voir des vrais professionnels, hein, une personne qui a un vrai diplôme, pas un coach non plus, qui pour un enfant ce serait dommage. Merci Christopher pour Christophe ou Christopher, je ne sais plus, pour le cœur en flamme. Merci en tout cas. Vos vidéos m'ont beaucoup aidé pour soutenir mon fils, mais de rien, c'est à ça que ça sert. C'est merci de me dire que ça aide, parce que moi mon travail sert à quelque chose et c'est un retour qui est très positif pour moi aussi. Elle nous a fait chanter avec notre bébé pour que je la laisse monter son cabaret. Ouais. Garde toutes les preuves et défends-toi parce que c'est de la manipulation et ce n'est pas non plus quelque chose d'autorisé. Faire du chantage, etc. pour obtenir de l'argent, si tu as des preuves de ça, garde-les, garde les mails et arrange-toi pour obtenir des preuves, en fait. Parce que ce n'est pas acceptable. Il y a aussi beaucoup d'homosexualité. Enfin, d'homosexuels, pardon. Oui, effectivement, ça peut être hétéro, ça peut être homo. Donc, effectivement, il y a des personnes homo qui vont se retrouver face à des personnes perverses narcissiques. Oui, tout à fait, Christophe. C'est exact. Sur l'amour intemporel des surdoués. Oui, c'est ça. Ah, t'as pas... Oui, d'accord, t'as pas entendu la réponse. Oui, je disais que oui, effectivement, quand on aime quelqu'un, généralement, on l'aime toujours. Maintenant, ça nous empêche pas, quand on est surdoué, de passer aussi à un autre amour. Parce que, justement, on peut aimer de façon très différente certaines personnes. Et donc, en fait, on peut aimer une personne et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, sans que ça pose problème, justement. Mais effectivement, on a tendance du coup à garder dans le cœur des personnes qu'on a connues et de ne jamais vraiment les oublier tout à fait, de ressentir comme un petit pincement, on va dire, quand on revoit une personne parfois ou quand on repense à un truc. On a effectivement une rétention d'informations, donc on se souvient beaucoup plus des personnes, des situations et de ce qu'on a vécu, surtout quand c'était empreint de sentiments. Donc effectivement, ça explique pourquoi certains surdoués sont nostalgiques parfois de leurs anciens amours, etc. Beaucoup plus que d'autres personnes. Donc voilà, il faut savoir que d'autres personnes oublient plus vite, passent à autre chose, ne retiennent pas autant de détails. C'est une réalité. Voilà, j'espère que tu auras eu l'info. Peut-être que ça a bugué à ce moment-là, je sais pas. Une fois que j'étais sous emprise, il y avait quasi plus de sexualité, une passivité. Ouais. Par exemple, si ils savent que toi, tu prends plaisir à ce moment-là et que c'est un truc qui est important pour toi, ils peuvent t'enlever justement tout ce qui est attention sexuelle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire aussi. Ça dépend des personnes. Ils peuvent aussi te forcer, etc. parce que justement, toi, t'es pas ok avec ça. Donc en te donnant alors du coup des choses que tu n'aimes pas. Hein. Elle a inventé des fausses agressions. Oui, c'est pas normal du tout. Hein. C'est pas normal du tout. C'est possible que les borderline font ça aussi. Ça peut être une perverse narcissique qui fait ça aussi, mais ça ressemble un peu plus à... Enfin, voilà. De toute façon, c'est un truc de personnalité. Il faut que tu prennes ta distance. Et c'est pas respectueux, donc effectivement. Dans tous les cas, c'est toxique. Les enfants sont dans le déni, refusent d'ouvrir les yeux, impactant la 3e génération. Oui, mais tu ne peux pas prendre la responsabilité de tes enfants, en fait. Tu peux prendre ta responsabilité à toi, uniquement. Et tu peux leur donner l'occasion d'ouvrir les yeux, mais tu peux pas les forcer. Et tu sais jamais ce que ça va donner dans le futur. Parfois, les gens comprennent après coup. Ça, ce sont des choses qui sont déjà vues. Simplement, toi, laisse la porte ouverte pour que si jamais ça arrive, tu puisses reprendre contact à ce moment-là, etc. C'est pas facile comme situation. Essaye de vivre ta vie plus pour toi, en fait. Même si c'est pas facile, je sais. C'est pas quelque chose de logique et de
de normal à vivre non plus. La psy travaille dans une association d'aide aux victimes. C'est grave, non? Ben, c'est peut-être pas une psy compétente, tu sais, c'est un peu comme partout, il y a des gens qui sont compétents dans certains domaines, d'autres pas. Peut-être qu'à ce moment-là, elle a pas vu ce dans quoi c'était. Je te dis, ne reste pas là-dessus dans tous les cas, et que ça ne t'empêche pas d'aller voir une autre personne. De toute façon, l'intérêt, c'est pour ton fils que tu le fais, et pas pour avoir justice par rapport à une psy qui est peut-être pas compétente. Voilà, effectivement, tu peux te sentir frustré de ça, blessé de ça, tu peux sentir que c'est pas normal, c'est pas ce que t'aurais voulu en tout cas, mais ne laisse pas les choses comme ça, tout simplement. Mensonge, tromperie, bah oui, c'est ça, ça fait mal quand c'est de la tromperie, du mensonge et tout ça, enfin, ouais. Étant quelqu'un d'empathique, je n'ai pas compris, ça m'a permis de me tester et de comprendre. Ouais, c'est ça. Hein. Mais oui, ils cherchent toujours des personnes à atteindre qui sont dans l'empathie et qui ne peuvent pas concevoir qu'on peut avoir ce type de comportement du coup. Mais la méchanceté malheureusement existe et les personnes comme ça existent. Donc voilà, même si à un moment donné, bah, c'est dur à avaler parce que on pensait pas que ça existait quelque part. Le mariage est-il compatible pour les surdoués? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Ils sont même généralement très 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 fidèles et très long terme. Heureusement que vous faites des vidéos, car il n'y aurait pas ça, ce serait dur, car on hallucine des PN. Ouais, je comprends. Ben, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Moi, j'avais regardé aussi des infos, je trouvais pas d'infos. Il n'y avait pas de vidéo là-dessus, ou alors très généraliste. Et donc, je me suis dit, je vais décortiquer tout ça, je vais tout... Et en plus, bon, moi, j'avais déjà pas mal d'infos, parce que j'avais déjà pas mal étudié ce sujet-là. Donc, j'étais bien placée pour ça. Et je me suis dit, faut le faire, bah, je vais le faire. C'est tout. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Et donc, bah, je suis contente de voir que ça sert beaucoup. Y a-t-il beaucoup d'homos et de biches chez les surdoués? Il y en a. Il y en a plutôt pas mal aussi parce que beaucoup cherchent du sens par rapport à leur sexualité et leurs relations. Donc les relations sont quelque chose qui intéresse particulièrement les surdoués. Maintenant, il y a aussi des hétéros, pas mal. Donc voilà, il y a un peu de tout et c'est normal. Enfants dans le déni, les sans peine impactant les petits-enfants. Oui, ça a l'air d'être une situation compliquée, Shine, ce que tu vis. Peut-être, vois peut-être quelqu'un pour toi en parler, si tu as besoin, pour voir plus clair, etc. Et pour moins prendre sur toi. Voilà, les gens sont méchants, pas les gens, pas tous les gens, mais il y en a. Ils savent bien cacher leur jeu, ouais, certains, ouais. Maintenant, elle n'a plus aucun droit sur notre enfant, mais elle la voit parfois rôder dans notre vie. Ah, mais il faut demander une mesure d'écartement alors. De distanciation, je sais pas comment vous dites ça en France, enfin, d'éloignement. Enfin, t'auras compris. Il faut pas qu'elle rôde, quoi. Il faut prendre des photos quand elle rôde et des choses comme ça, ou demander le témoignage des instituteurs. Enfin, il faut informer tout le monde à l'école. Oui, c'est pas normal. Il faut juste fuir avec ces gens-là. Oui, couper les liens quand c'est possible, mais aussi couper les liens intérieurs qui vous ont laissé dans la tête généralement. Ils vous ont laissé des pensées qui sont pas respectueuses pour vous. C'est une pression qu'on aura toute notre vie. Peut-être pas toute votre vie, parce que quand l'enfant va grandir, elle deviendra moins manipulable et du coup, ça l'intéressera moins. Une relation avec un PN est un scénario de film, rien de réel. D'une certaine façon, oui, mais c'est un mauvais film quand même. Hein. Bonsoir, madame, le traitement... alors moi je suis pas psychiatre. Si tu as des questions sur les médicaments, pose-les à un médecin. Je ne suis pas médecin. Donc toute personne qui fait de la psycho ne peut pas prescrire des médicaments. Moi, me concernant, je ne prescris pas de médicaments. Et je ne souhaiterais pas en prescrire d'ailleurs. Donc demande ça plutôt à ton médecin, à ton psychiatre ou au médecin traitant. Il peut te renseigner aussi. Donc pour voir aussi ce que tu prends en général, il faut analyser l'ensemble de tes traitements pour voir si tout coïncide et est ok. Et puis c'est eux qui pourront changer éventuellement. Je la remercie, grâce à elle, je suis en pleine évolution et j'ai su que j'étais HP. Ah bah oui. Bah, bienvenue parmi la grande famille des HP du coup. En tout cas, je vais chercher un autre psy car je vois que mon fils souffre, bien sûr. C'est ce que je te recommande de faire, ne laisse pas ça comme ça.
C'est une amie qui s'est inventée une agression, elle m'a dit, c'est pour avoir de l'attention. Bien, bah tu vois, c'est déjà une forme de manipulation tout ça. Une personne qui fait ça manipule en fait. Même si c'est par souffrance peut-être. Moi, ça fait 15 ans que je suis seule et que je n'ai jamais touché aucune femme. 15 ans, c'est long ça quand même, hein. Pourtant, tu devrais quand même trouver quelqu'un, c'est pas... Enfin, 15 ans... En toute logique, en tout cas, il faut peut-être faire l'effort d'aller dans des milieux que tu ne connais pas encore, avoir des personnes que tu ne connais pas, peut-être sur Internet aussi. On peut toujours chercher comme ça, maintenant ça se fait de plus en plus, donc voilà. Comment je dois le prendre? Ben, ne te laisse pas faire, Nour. Ne te laisse pas faire. C'est pas normal une personne qui fait ça. Les singes volants aussi sont des PN, non, la plupart pas. La plupart ne le sont pas. Parfois oui, mais la plupart non. Alors, moi je ne comprenais pas qu'on puisse aussi être gentil, empathie. Pour lui c'est du faux ou de la manipulation. Oui, mais ça c'est très courant. Les pervers narcissiques disent toujours quand tu es gentil que tu cherches à obtenir quelque chose, donc que tu manipules. C'est leur interprétation parce que eux ne peuvent pas être gentils, bah, sans manipuler en fait. Donc ça parle d'eux et pas de toi. Hein. Je tiens à dire que j'ai vu énormément de vos vidéos à ma sortie de relation et ça m'a sauvé vraiment. Ok, super. Merci pour ton retour. Merci en tout cas. Comprendre quelle était PN. Bah oui, c'est ça. Hein. Ça met le temps aussi de comprendre et de voir pourquoi elle s'attaque à toi et pas à une autre personne. Bah tu le sais maintenant. Alors, les surdoués captent-ils de suite les gens intelligents? Mon ex croyait que je l'étais. Mon QI est basique. Alors, non, pas forcément. Ça dépend à quel stade ils sont. Généralement, ils s'entourent de d'autres surdoués parce qu'ils se ressemblent, donc ils vont forcément être attirés l'un vers l'autre, mieux se comprendre et des choses comme ça. Mais pas forcément. Maintenant, peut-être, c'est possible aussi que tu aies une sensibilité particulière et que c'est ça qui ait fait la connexion. Et qu'elle a détecté quelque chose de différent chez toi. C'est grâce à toi et tes vidéos de l'époque que j'ai compris qu'elle était PN et moi HP. Génial, super, merci beaucoup pour ton retour. J'ai l'impression qu'il y a du féminin chez l'homme surdoué. C'est juste, il y a du féminin dans l'homme surdoué, il y a du masculin dans la femme surdouée, parce qu'on n'est pas aussi polarisé au niveau des rôles à ce niveau-là. C'est un peu différent. Elle peut être borderline, une personne qui s'invente une agression. Oui, oui. Ils ont tendance effectivement à mentir, à inventer des histoires. Ça peut être typiquement... oui, typique, effectivement. Si tu penses qu'elle est borderline, alors effectivement, c'est logique. Donc voilà, je vais arrêter ici parce que j'avais dit que je restais 1 heure et je vois que ça fait presque 2 heures. Alors je sais que j'ai pas répondu forcément à tout le monde. Mais voilà, je commence un petit peu à fatiguer, à avoir la gorge très sèche. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Comme ça, eh bien, on refera des lives de temps en temps. Donc voilà, comme j'ai déjà aussi été beaucoup sur ordi, etc. aujourd'hui, avec des rendez-vous, etc. J'essaye de me reposer à certains moments pour ne pas tomber. Enfin bref, en tout cas merci pour vos échanges, vos partages, vos cadeaux, votre présence, vos likes, merci pour tout, vos retours, enfin c'était très riche et très agréable pour moi. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose pour vous en tout cas. J'ai essayé de répondre un peu à tout le monde, peut-être que c'est pas le cas. Ne partez pas en étant frustré en se disant ouais, même pas répondu celle-là. Je sais que c'est pas facile parfois d'obtenir des réponses quand on est beaucoup. Parce que quand même vous étiez beaucoup et très actifs, donc du coup c'était pas évident de suivre forcément pour moi et d'essayer de répondre à tout le monde. J'espère en tout cas que vous avez quand même reçu une réponse, ou en tout cas que quand j'ai répondu à d'autres personnes ça vous aura aidé.
je fais du mieux que je peux, mais je suis pas parfaite, hein, donc voilà. Prenez bien soin de vous, et dans tous les cas, si vous me revoyez en live, ressortez vos questions. Si vous avez encore des questions, même si c'est la même, c'est pas un problème. Vous revenez et voilà, vous revenez avec vos questions également. Merci infiniment pour votre présence et bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous, soin des personnes que vous aimez, et surtout prenez du temps pour vous apaiser avec ce que vous avez vécu, c'est important. Et bien, à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, bye bye. Merci infiniment. Merci pour les suivis aussi, et pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui sont présentes toujours. Voilà. Merci. Bonne soirée.